Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour à notre grande foule qui sont ici aujourd'hui. Merci d'être venu. Et bonjour, Nicolas Daceva. Et bonjour. Directement de la Suisse, notre invité aujourd'hui. Et puis, t'es... Non, directement de Belgique. Oui, c'est vrai. Tu es né en Suisse, c'est Tout ça? à fait. Je suis suisse, mais je réside en Belgique. Oui, désolé, je voulais pas t'insulter quand même. Ça commence bien. Ça commence très mal. Et voilà, on a un invité de marque aujourd'hui. Tu es l'auteur de Pax Dystopia, qui est un livre qui est sorti en 2021. Puis c'est ça. On va parler de dystopie et utopie aujourd'hui, parce que c'est un livre, le titre le dit, sur la dystopie. Puis je l'ai lu, je l'ai terminé justement hier. Puis très bon, il y a beaucoup de références dystopiques. J'aurais dû réviser un peu. Je l'ai lu il y a 2 ans, donc peut-être que ma mémoire va faire défaut, mais probablement... Tu l'as lu vraiment? Oui, je l'ai vraiment lu. Tu lis des livres, toi? Oui, ah ouais. Des fois. Mais c'est parce que là, c'était le tien. Ah, okay. C'est rare que je lis des romans de fiction. Je préfère des livres... Bref, c'est un autre sujet. Mais moi, ce que je voulais te demander, c'est que c'est un personnage québécois. Pourquoi tu as pris un Québécois? Vas-y. Tu avais une autre question? Une sous-question? Est-ce que tu voudrais que je lise ça avant? Ah, mais tu dis ce que tu veux. Vers la fin des années 2050, au sein d'un monde froid et aseptisé, le médialiste québécois Logan Fortier, médialiste, c'est un journaliste du futur. Bravo. Ne s'est jamais senti à sa place. Grand lecteur rêvant d'autrefois, il tombe un jour sur un ouvrage intitulé Pax Dystopia, écrit 40 ans plus tôt, paru en 2021. Ce livre décrit en détail comment l'humanité a basculé. Dès lors, il va tout faire pour retrouver l'auteur de cet ouvrage visionnaire et savoir comment il a pu expliquer avec tant de précision une vérité vertigineuse où le passé, le présent et le futur s'entrecroisent. Mais il n'est pas au bout de ses surprises et il va comprendre que la réalité n'est pas ce qu'il croit. Ainsi, d'une résistance secrète qui se bat contre l'ordre établi à sa rencontre avec le grand amour, en passant par le sens même de la vie, Logan Fortier va apprendre ce que tous devraient savoir, ce que chacun devrait faire. Entre espoir et illusion, l'aventure humaine et universelle est à portée de main, de cœur et de pensée. Wow! Ça vous donne envie de le lire, ça a l'air bien. Absolument! Hein? Là, Amélie t'a demandé à Chat, comme tu fais d'habitude. Exact, oui! Demandé à ChatGPT de... Puis là, Nicolas, tu vas nous dire si ChatGPT te connaît bien. ChatGPT, il est quand même assez coquin. Des fois, il me fait des petites bios là, avec un peu d'humour. Alors, pour Nicolas Daceva, il dit... Nicolas Daceva est un auteur suisse qui manie la dystopie comme d'autres manient la pelle à neige. Ça, c'est assez bizarre, hein? Une référence québécoise. Ouais. Hein? Son roman Pax Dystopia, écrit avant la pandémie, c'est vrai, c'était prophétique. Écrit avant la pandémie, sonne aujourd'hui comme une mauvaise prédiction météo. On espérait que ça n'arriverait jamais, et pourtant, bienvenue dans la réalité. Avec une plume à la fois fluide et incisive. Et nous plonge dans un futur ultra contrôlé qui ressemble étrangement à notre présent. En plus d'écrire, il anime le podcast Le Monde d'à peu près sur la chaîne YouTube d'Artemus, où il dissèque l'actualité et les travers de notre société avec la même lucidité caustique. Bref, c'est un gars qui sait autant gratter le papier que secouer les cerveaux. C'est pas mal, C'est bien, ChatGPT. Ouais, tu peux le garder, c'est bon, tu peux le garder. Ah bon. Pas d'objection. C'est rare que les gens s'objectent aux définitions, au bio de ChatGPT. Je pense que Daniel Brisson s'est opposé. Il avait peut-être fait une erreur. Ouais, c'est vrai. Des fois, mais là, c'est ton ChatGPT. C'est mon ChatGPT. Fait que moi, il est hot. C'est comme next level, mon ChatGPT. En plus d'être un auteur, tu as écrit dans les 2 dernières semaines avec Amélie. En fait, il est déjà écrit. On a écrit, disons, presque pendant 1 an. Son prochain spectacle. Exactement. Qu'elle va dont je m'occupe de la mise en scène. C'est pour ça que je suis là. En Europe. Tout à fait, exactement. Mais on l'a coécrit. C'était quand même... Ah, on l'a coécrit. Oh, on l'a coécrit. Merci de le préciser. Il va avoir le droit d'auteur.
Qui a le droit d'auteur? 50-50. Je crois qu'on a fait 80-20, non? 20 pour toi, Ouais, 80 ça serait pour moi. plutôt 80 et moi. Ouais, Puis, je oui, sais c'est plus, mais faut que je regarde les contrats, je me rappelle On plus. fera pas de chicane, on va y aller 50-50. Ouais, on va faire ça. Et, Fait que vous avez passé tous les deux 2 semaines à l'hôtel ensemble, tout ça? Ça sonne bizarre, hein? Ouais, si tu peux refaire ta phrase parce que ça fait un Ça peu. sonne un peu étrange. Ben, c'est pour ça que je l'ai dit comme ça. Ouais, c'était un peu. Ben, 2 semaines Parce à que- l'hôtel à Montréal, puis là, on est 2 semaines à Sorel. Donc, Nicolas découvre les avec ton chum. merveilleux paysages Je découvre sorellois. tous les travers du Québec dans Ah, tous les sens du terme. Et ouais. mais il y a beaucoup plus l'expérience du Québec à Sorel, par contre, parce qu'à Montréal, surtout au C'est vrai, Sheraton, ça représente pas du tout le Québec. Non. Donc là, à Sorel, t'es vraiment dans l'expérience... Ultime, je dirais. Je dirais que c'est l'expérience ultime du Québec. oui. Ouais. Mais tu comprends quand même notre accent dégueulasse. Ben, Ouais, là, ouais. je dis dégueulasse parce que c'est ainsi qu'il le qualifie pour me niaiser. Là. Bah, c'est On juste a pour un te accent niaiser parce que charmant, nous. c'est charmant. hein, Oui, c'est ça. charmant. Voilà. Charmant, c'est passe-partout. T'as déjà demeuré, tu es déjà demeuré à Montréal pendant un bout de temps? Mais je suis venu, ça va faire 20 ans, la dernière fois que je suis venu, c'était en 2006. Mais j'étais du côté de Trois-Rivières, en fait. Mais je connais assez bien le Québec, je suis venu assez régulièrement. Ouais. Et je suis resté presque 3 mois du côté de Trois-Rivières. OK. Et comment avait été ton expérience? Ben, Est-ce qu'il y a une différence entre ton expérience d'aujourd'hui et celle de 2006? Oui, il y a une grosse différence, notamment à Montréal pour moi. Parce que j'avais un souvenir vraiment de cette ville assez... le Québec reste sympathique quand même. Je trouve que les gens sont très sympas. C'est un pays que j'aime beaucoup. Mais Montréal, j'ai trouvé que ça avait... mais comme beaucoup de villes dans le monde, ça avait chuté. Parce que je vois beaucoup de misère, de drogue, de saleté, de quartiers, les commerces sont fermés. Et je trouve qu'il y a une ambiance beaucoup moins sympathique dans mon souvenir. Il y a encore des quartiers agréables comme le vieux Montréal. Mais très vite... c'est plus ce que c'était, me semble-t-il. C'est très différent. Est-ce que tu y vois de la dystopie? Moi, je voyais une dystopie. Je vois surtout une réalité tragique qui s'écroule, ouais, mais ça fait partie d'une dystopie, certainement, ouais, c'est possible. Complètement. Nicolas, je l'ai connu il y a 2 ans, en fait, quand je suis allée faire... je suis allée à Montpellier pour un festival d'humour, puis ensuite, je suis allée faire mon petit numéro dans un événement à Bruxelles. Excusez-moi, Bruxelles. Fais attention. Et si tu veux revenir en Europe, fais attention à ce que tu dis. Non, c'est pas vrai, en fait. Je t'avais connu avant ça, c'est vrai, parce que Nicolas, t'es journaliste aussi, et puis tu m'avais interviewé. C'est ça. Pour un média. Exact. Et il s'est passé un phénomène intéressant, c'est que cette entrevue n'a jamais été publiée. Parce qu'on disait trop de conneries, je crois. Ouais, on n'était pas assez sérieux. C'est ça, le média... Comme je suis surpris. Le média a considéré qu'on n'était pas assez sérieux. Alors, c'est particulier, je répète toujours cette histoire-là, parce que après l'entrevue, je disais à Mel Goyer, « Ah ouais, j'ai une entrevue avec un média en Belgique. » Avec le petit mépris qui la caractérise c'est toujours. Ça, un petit média, je m'en fous, un Nicolas d'Aceva, je connais pas. Et puis, finalement, après l'entrevue, j'ai écrit à Amel, j'ai dit « Ah, wow, c'était la meilleure entrevue que j'ai jamais faite de toute ma vie. » Et puis, elle n'a jamais été diffusée. C'était pour quel média? Ah, c'est un média qui est en Belgique et qui s'appelle Kairos. Ouais. C'est un peu la tête de pont d'une certaine résistance, entre guillemets, en Belgique. OK. Donc, c'est là qu'on s'est connus. Et puis après ça, je t'ai connu il y a 2 ans à Bruxelles, justement. Puis c'est là que j'ai dit, hey, on devrait écrire un spectacle ensemble. C'est ça, à peu près. J'ai dit ça comme pour rire. Ouais, à peu près ça. Parce que ça a l'air de rien, mais il est drôle dans la mais là. Mais je suis drôle, là, pourquoi t'es... Oui, c'est vrai, t'as raison. Aujourd'hui, puis t'as écrit et publié Pax Dystopia en 2021. C'est ça. C'était pendant le cœur de la pandémie. Ouais. C'était en quel mois, 2021? Je pense qu'il est sorti en mai. En mai. Enfin, moi, j'ai terminé. En fait, l'histoire complète, c'est que moi, j'avais écrit en 2017 un espèce d'essai sur le passé, le présent et le futur. Et j'avais écrit qu'en 2020, il y aurait une pandémie mondiale qui serait factice. Et j'avais mis ça de côté. Et quand c'est arrivé au début 2020, j'ai repris et j'ai vite avancé. Et je l'ai fini en septembre 2020. Ouais. Mais pourquoi tu disais ça, qu'il y aurait une pandémie mondiale en 2020? Parce que quand on étudie un peu l'histoire et on regarde un peu les circuits et comment ça se construit, on voit très bien que les gens qui sont à la manœuvre et qui dirigent un peu l'affaire dans le monde... C'est qui? C'est des gens... on va y venir, on va aller dans l'ordre. C'est qui? C'est qui? Fidèle à moi-même. Hey!
Calme-toi. Je me calme. Comment? Ouais, qu'en fait, on voit qu'en fait, qu'ils ont quelques scénarios dans la poche. C'est toujours les mêmes scénarios. On a la guerre, la pandémie, le climat, les extraterrestres, et des choses comme ça. Ils en ont 5-6 qu'ils utilisent à un certain moment clé pour essayer de faire un peu accélérer l'histoire comme ils veulent l'écrire, quoi. Et j'avais pensé à ce moment-là qu'ils allaient utiliser normalement la pandémie, enfin le côté virus, chose qui fait peur aussi, voilà. Et j'avais mis ça en 2020. Ouais. C'est toujours des choses, il me semble, que c'est impossible à vérifier pour le commun des mortels. Comme la pandémie, un virus, il n'y a pas personne qui peut aller vérifier sa dangerosité. C'est des façons faciles d'aller faire peur aux gens parce qu'il n'y a aucune façon de dire. Complètement. Et c'est toujours comme ça. Après, aussi l'aspect, la réalité, est-ce qu'on nous vend? Parce que par exemple, là, un des scénarios qui serait assez classique, c'est la guerre maintenant, parce que c'est quand même très tendu. Et en fait, on peut faire croire aux gens qu'on est au bord d'une guerre, alors que pas du tout. Et là, les gens ont peur et ils suivent. C'est toujours la même idée. Quel que soit le scénario, c'est plutôt le stress, la peur et le blocage. Et une guerre, ça fait plus peur qu'un virus. Parce que les gens vont vraiment rester chez eux. Ils vont bien attendre des ordres du gouvernement. Ouais, donc, l'idée, c'est de toujours maintenir les gens dans la peur, dans l'attente, dans l'inactivité. En fait, ça va plus loin que ça. Quand on regarde le quotidien dans le monde, surtout dans les pays dits industrialisés, c'est la préoccupation permanente. On remarque que les gens sont toujours préoccupés. On voit ça notamment avec un truc très basique, c'est pour rouler ou les parkings, etc. Quand maintenant on roule en voiture, on est toujours préoccupé. Est-ce qu'il y a un radar? Est-ce qu'on roule trop vite? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai bien vu le panneau? Est-ce que je suis garé là? Est-ce que j'ai bien payé? Est-ce que je vais pas avoir un ticket? Etc., etc. Et il y a plein de choses comme ça. Et les gens sont jamais tranquilles. Et c'est ça la bonne idée. C'est de laisser dans une espèce de petit... C'est pas une grosse peur, c'est une petite angoisse, l'attente comme ça. Et ça, c'est comme ça qu'on fait descendre aussi le bon rythme des gens et qu'on les écrase tranquillement, et puis à un moment, ils sont complètement angoissés. Donc, toujours nous maintenir dans des basses vibrations. Ouais. Ça, c'est très bienveillant. Oui, tout à fait. C'est bienveillant. Mais c'est à tous les niveaux. Que ce soit à grande échelle, on voit ça, ou des petites choses du quotidien. Tout le monde est toujours dans une petite angoisse. Voilà, c'est fait exprès. Dans l'anxiété. Oui, l'anxiété permanente. Toujours, c'est très sournois, c'est pervers et ça marche bien. Parce que ça use sur le temps. Psychologiquement, les gens... Mais je ne sais pas si on est rendu là dans le processus, mais c'est qui, ils, finalement? Ils veulent nous maintenir dans des basses vibrations. Dans le livre, le personnage les a appelés les gentils organisateurs. Ou les grands organisateurs, ou les gentils. Ouais, non, c'est les grands organisateurs. C'est symbolique ou non, parce qu'en fait, c'est pas un clin d'œil à quoi que ce soit, le gentil. Non, c'est une référence en fait au club. Ça existe les clubs med ici, club Méditerranée. Ouais. Et en fait, dans les clubs med, il y a les géos, les gentils organisateurs, ceux qui gèrent tout pour toi pendant que tu es en vacances et tout. Donc ils s'occupent de tout pour toi. Et donc, ça, c'est les géos, mais c'est les grands organisateurs, ceux qui gèrent toute l'affaire et tout. Mais en fait, ces gens-là, c'est toujours un peu les mêmes personnes. Ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qui est difficile à comprendre, c'est ce que le personnage explique dans le livre, c'est que c'est aussi des gens qui travaillent sur des générations et des générations. Eux, il y a des gens qui travaillent à ça pour un résultat, peut-être dans 150 ans, ils ne seront plus là. Et pour nous, c'est compliqué à comprendre. Parce que nous, en plus, on nous a vendu l'immédiateté, le consumérisme, le zapping, la mémoire courte. Donc, je ne vais pas travailler aujourd'hui pour un truc. Mais ils sont capables de ça. Ils ont des filiations qui durent sur des siècles et ils sont là depuis longtemps. C'est des gens qui ont ça. Et puis surtout, ce sont des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Contrairement à nous, un peu. C'est des gens qui, comme on l'écrit dans le livre, c'est des gens qui t'appuient sur ce bouton, il va y avoir 100 000 morts. Il appuie sur le bouton et il boit son café. Il n'y a pas de... Pourquoi ils n'ont pas d'état d'âme? C'est dans leur éducation? Oui, c'est depuis longtemps qu'ils sont là avec cette éducation-là. Et ils sont arrivés à un niveau de choses assez glauques, on peut dire maléfiques, démoniaques, on peut les appeler comme on veut, on peut les interpréter ou les imager. Et ils ne sont pas bienveillants du tout. Moi, je pensais que c'était bienveillant, tout ça. Non, là, je pense que où tu t'égares, parce que je t'ai entendu parler de ça une fois. OK. Je pense que... C'était là quand on a eu cette discussion. Oui, c'est ça. C'était quand il y avait Maxime Bernier qui était là. Oui, tout à fait. J'étais dans le nombreux public comme aujourd'hui. Ouais. Et en fait, je pense qu'il faut se rendre compte de la différence entre des gens qui sont vraiment foncièrement et volontairement malveillants et qui savent ce qu'ils font. Et il y en a, tout en haut, et ils sont là pour ça. Et il y a aussi d'autres gens qui sont convaincus de faire le bien. Et ça, c'est un exemple très politique. On a des politiciens, en fait, quand on les écoute, ils disent, oui, le type, il est convaincu que c'est bien ce qu'il fait alors que c'est une catastrophe. Et je pense qu'il y a des gens qui sont sûrs que c'est bienveillant. Et d'ailleurs, dans les révolutions industrielles, et on parlait de Klaus Schwab, quand on lit le livre sur Great Reset,
quand on le lit, c'est pas mal. Ça peut être un programme pour l'humanité où ils ont pensé à tout. Tiens, c'est intéressant. Ouais. Voilà. On peut l'interpréter comme ça. Donc, on peut je ne crois pas que Klaus Schwab soit comme ça, mais on peut imaginer qu'il y a des gens qui sont sûrs de faire le bien. Ils se disent c'est pour le bien de l'humanité alors qu'ils sont en train de faire un truc terrible. Quoi. Comme ceux qui mettent en place l'agenda LGBT, Exactement. woke, etc. Oui, mais Ils exactement. pensent que c'est pour l'inclusion, la Donc il y a de la diversité. malveillance, mais il y a de la bienveillance, même si elle est faussée. Ils sont convaincus de leur fait. Il faut faire attention. Il faut juste différencier Mais ça. quand je parle C'est de- peut-être ça qui vous différencie tous les Non, deux. non, parce que moi, je parle vraiment de ceux tout en haut. Je Oui, parle tout en pas de haut. ceux qui sont innocents. Je ne pense pas que tout en haut, il y a de la bienveillance. Non, je crois pas Tout en non haut, plus. non, c'est Tu sais, assez moi, j'ai sombre. l'opinion contraire. Mhm. Tu as le droit. C'est particulier parce que justement, on le voit qu'on est maintenu dans la peur, dans des basses fréquences. Donc, moi, c'est un paradoxe. Comment on peut penser que ceux tout en haut sont bienveillants? Mais justement, qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a de la bienveillance tout en haut de ça? Ouais. On va y aller. Ah ouais, On va y vas-y, aller, là. Stéphane! Hey, Ah, pas tout de suite? oui, oui. OK, vas-y, Oui. on t'écoute. Ce que j'ai vu en faisant la recherche là, sur l'émission qu'on allait faire, Mhm. j'ai essayé de débroussailler un petit peu qu'est-ce qui amène toutes ces révolutions. Puis, j'ai trouvé les livres ou les parutions d'ouvrages dystopiques sont, en coïncidence, arrivent en même temps que les révolutions industrielles. Mhm. Il y a eu 3 révolutions. On est en train d'en avoir une 4e révolution. La première, qui a commencé vers les années 1800, c'est la machine à vapeur, les trains, les voies ferrées, mécanisation, le textile, le charbon. La deuxième, qui est arrivée à peu près 100 ans plus tard, en 1900, c'est l'électricité, l'acier, la production de masse, puis le pétrole. Hein? La troisième, qui est arrivée vers 50 ans plus tard, informatique, automatisation, électronique. Puis là, maintenant, on entre dans cette 4e révolution qui est l'IA, la robotique. Et qui va être encore plus marquante, je pense, sur les gens. Fait que j'ai essayé aussi de trouver une définition de l'utopie et de la dystopie. Toi, avant que je la donne, c'est quoi ta définition à toi de l'utopie? L'utopie, ça rejoint, je pense, l'idéalisme. C'est-à-dire que c'est une société parfaite, mais presque trop parfaite, qui... je pense pas que c'est une bonne idée non plus, l'utopie. Les deux, je pense qu'on a trouvé un équilibre. Je pense que ni l'utopie ni la dystopie sont une bonne idée, je crois pas. OK. Dans ce que j'ai trouvé, ça revient pas mal à ce que tu dis, une société idéale, imaginaire, où tout est parfait, harmonieux et sans injustice. C'est très idéaliste. Ouais. Ça serait vraiment une société où on est sous l'autorité intérieure, sinon ça serait impossible que ça arrive, ça. Mais ce qui est impossible, parce que si on prend la nature humaine, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui sont malveillants, des gens bienveillants, des gens de 20 ans, des gens de 40 ans, de 60 ans, ne sont pas tous au même niveau. Parce que tu dis, justement, l'autorité intérieure, à 20 ans, en tout cas, malgré il y en a quelques-uns, il y en a sûrement qui sont matures à cet âge-là, mais ils veulent faire leurs propres expériences, malgré qu'il y a une humanité en arrière de tout ça qui a fait toutes ces expériences-là. Mais l'humain va toujours vouloir avoir ses propres expériences. Puis des fois, ben, ça veut dire... être chaos. dominé par l'ego aussi. Oui, dominé par l'ego. On est jeunes, pimpants comme toi. Ah oui, moi qui suis jeune et pimpant. Ouais, t'es jeune et pimpant. Bien sûr. Genre, vous avez le même âge, mais en tout cas... Non, je pense que Stéphane est beaucoup plus vieux que moi. Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, ben, peut-être 2 ans de différence. Et la dystopie, ta définition? La dystopie, c'est plutôt un scénario aussi imaginaire à la base, où on sombre dans une société beaucoup plus dure, un peu, souvent c'est le totalitarisme, mais c'est froid, bloqué, et les gens sont sous la férule de quelque chose d'assez puissant et tout. Et c'est assez triste, en général, c'est plutôt négatif et sans espoir. C'est dark. C'est dark. C'est dark. Dystopie, une société imaginaire cauchemardesque.
qui est aussi imaginaire comme la dystopie, comme l'utopie, oppressante, souvent marquée par l'injustice, la surveillance ou la perte de liberté. Ah, c'est marrant, on s'y croirait déjà en fait. Ah oui, c'est spécial. Moi, je pense qu'on est entre les deux. Ben, je trouve que beaucoup de dépend surveillance de et où. de perte de liberté et d'injustice. Je te dirais qu'on est pas mal dedans. Hein? On est oppressé et... On est quand même proche, on est quand même pas mal dans la dystopie là depuis un moment quand déjà. même assez dans Quand la on regarde les dystopie. définitions d'une dystopie. Ben, on va le regarder justement. Si on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, les réseaux sociaux sont shadow-bannés de ceux qui disent pas ce que la doxa veut qu'on dise. Non, mais ici, on est en toute là-dedans. franchise, on peut dire tout ce qu'on veut. Ouais. Ouais, ben on C'est s'en vrai? fout. On est shadow-ban, mais rendu là, on lâche prise. Ouais, c'est ça la dystopie, c'est que. On peut pas. Nous, on attend d'être cancellés une surveillance. deuxième fois. Parce que, comme je disais la semaine dernière, on attend d'être recancellés, comme ça s'annule. Ça s'annule. 2 négatifs. Ouais, Ah ouais. c'est ça. Il y a le premier. Un livre dystopique, utopique, que tu fais référence dans ton livre aussi, c'est Le meilleur des mondes, A Brave New World, de Aldous Huxley. Lui a été écrit en 1932. En 1932, c'était au début où dans la deuxième révolution industrielle était commencée. Puis là, il y a plein de concepts qui sont sortis dans ce temps-là et lui, il en a fait une société utopique. Mais pourquoi tu dis utopique? C'est pas utopique? A Brave New World? Ouais. Ouais, c'est utopique. Ben, je vois pas ce qu'il y a d'utopique là-dedans. Là. C'est en général, c'est considéré comme une dystopie, le meilleur des mondes. Ouais. C'est Ben, toi, utopique tu vois ça, où le tu vois monde ça comme est heureux. positif, toi. Non. C'est... Si tu regardes dans le film, tout le monde est heureux, tout le monde est à sa Mais place. ils font semblant d'être heureux. Ils sont drogués. Non, ils sont ont drogués. été Culture des brainwashés. plaisirs immédiats, sexe libre, suppression Ils ont de été l'inconformité brainwashés collective. depuis la conception pour accepter leur classe sociale et être heureux dans cette classe sociale-là. Que ça soit... Mais ils ont été brainwashés, donc c'est du contrôle, c'est de la dystopie. C'est de l'utopie, mais... Ben, je comprends comme pourquoi on n'est pas capable de imaginaire. s'entendre. Quand ça, c'est de l'utopie, pour moi, c'est... C'est de Non, mais l'utopie. c'est présenté comme une imaginaire. utopie, mais sur le fond, c'est vraiment la dystopie aussi. Il y a quand même une surveillance totalitaire, Oui, il n'y a pas une liberté Non, totale. ce monde-là est une catastrophe. Non, justement, dans Brave New World, il n'y a pas de surveillance totalitaire. C'est que les gens sont tellement brainwashés, Qui se surveillent les uns les autres. non, qui n'ont pas la possibilité de aller dans une... Mais en quoi ça, c'est une utopie que tout le monde soit brainwashé? Il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas d'autorité intérieure. Et là, la liberté individuelle, Ouais. mais Ben, y a elle pas. est imaginaire. Ben oui, mais ça n'est pas une. C'est ça l'utopie, c'est que c'est imaginaire. Tout le monde est beau, tout le monde est heureux. Il y a la drogue, le soma, hein, le soma, qui est... Ah, tout le monde est drogué. Moi, j'ai pas lu le livre. Qui est promu Désolée, par- je suis T'as pas lu inculte. le livre? Non. Enfin, c'est vrai que t'as pas lu de livre du tout. J'ai pas hein. lu aucun livre de ma vie. qui est promu par l'État, mais on a... Puis il y a le sexe libre. Tu peux aller voir une dame puis dire aujourd'hui, hey, ça te tente-tu? Puis voilà, c'est comme Donc, toi, ça ça, marche. c'est une utopie. Ben, c'est une utopie parce que le sexe, ça Fait que fonctionne toi, pas c'est comme parce que ça. t'es un pervers, t'as envie de baiser avec tout le monde. Non, mais c'est parce que c'est une culture menée par l'ego. C'est une culture où tous les désirs humains sont... Mais t'es le premier à dire que c'est le monde de Satan, si on veut. C'est quand t'es esclave de tes pulsions, de ton ego. Ouais, mais toi, t'es plus esclave parce qu'il n'y a rien qui est refoulé. Tu comprends? Dans notre société, tout ça est refoulé. Tandis que dans cette société-là utopique, il n'y a rien qui est refoulé. Tu as droit à faire tout ce que tu veux. Moi, Donc, je me prononce plus, j'ai pas lu le livre, donc. Le problème qui généralise ça, c'est que ça reste toujours sous contrôle, c'est ça. C'est ça le point commun, c'est toujours sous contrôle. En fait. Ouais. Les gens font pas n'importe quoi comme ils veulent et tout, ils le font mais dans un certain circuit, et c'est sous contrôle, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que dans les deux définitions, on parle d'imaginaire. Tout est faussé. Oui, bien sûr. Et les gens sont drogués. Les gens sont drogués.
Fait que ça me fait un rapprochement un petit peu avec aujourd'hui, parce qu'au Québec, entre autres, ou au Canada, le cannabis est rendu légal. On est drogué avec les vaccins aussi. Oui, mais ça fait pas de rien de psychologique. On sait pas. On n'est pas sûr. Je me dis que ça doit être un genre de soma, moi, ces vaccins-là. Diane a l'air d'accord avec moi. Ouais, ben il y a eu... c'est pas impossible. Bon, ça reste dans le spectre des possibilités. Mais c'est intéressant si que on les veut être vaccins inclusif. soient une sorte de soma, c'est pas mal, c'est une bonne définition. Non, mais ça se pourrait, non? C'est juste plus subtil, mais bon. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Oui, ben, on voit qu'il y a une différence marquée dans la pensée des gens entre les vaccinés et les non-vaccinés. Ouais. Il y a même j'irais même jusqu'à dire, on est en toute franchise, il y a un problème, il y a même un problème d'âme, je dirais. Il y a quelque chose qui s'est éteint chez les gens qui sont vaccinés. Quelque chose de noir qui s'est refroidi. Ou est-ce que c'est pas la méthode qu'ils ont utilisée de dire tout et ce contraire? Puis là, les gens ne peuvent plus savoir ce qui est vrai du faux. Alors, ils ont perdu tout esprit critique. Ça, c'est une autre façon de faire et qui a été très mise en avant ces 5 dernières années. C'est la confusion. Ouais. C'est fait exprès. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens ne croient... C'est une manière... C'est ça une torture, en fait. C'est donner de la contradiction sur la contradiction en permanence avec tac, d'informations. Et à un moment, les gens ne savent plus quoi penser et ils vont s'en référer à une instance supérieure qui ne savent plus quoi faire. Ouais. Il y a une expérience que je décris dans le livre de la CIA avec ça. Ils faisaient ça, c'est une torture, mais légère, entre guillemets. Ils mettaient une personne dans une pièce, toute seule, dans le noir, et puis elle doit rester là quelques heures. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, la première réflexe de l'être humain, c'est de chercher les dimensions de la pièce. Donc, il tape les murs. Mais ce que la personne ne sait pas, c'est que les murs bougent. Mais elle ne se rend pas compte. Donc, à un moment, elle est complètement désorientée. Elle commence un peu à paniquer. Et la troisième partie, c'est qu'elle s'assied au milieu de la pièce, puis elle attend qu'on lui dise quoi faire, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Donc, c'est ce principe de confusion permanent. Et à un moment, les gens, ils sont perdus. Ils attendent le sauveur, ou quelqu'un qui va leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est bien le principe qui a été utilisé dans les 5 dernières années. Et ça concerne... Du côté de la résistance et exactement, du côté ça concerne des gens, même des gens qui ne sont pas vaccinés. Ça marche bien sur l'être humain, cette façon de faire. Oui. Sauf que tu es immunisé si tu ne crois rien en ce qu'ils disent. Si tu les écoutes pas, puis tu penses que tout ce qu'ils disent, c'est de la bullshit, ben là, tu es assez immunisé. C'est le cas je pense qu'une grande partie des non-vaccinés. Mais il y a quand même beaucoup de désinformation et de confusion du côté de la résistance aussi. Aujourd'hui, mais dans ce temps-là, si on regarde là, 3 ans, tout le monde pensait à peu près de la même façon. C'était plus marqué avant. Mais la nature humaine est revenue. C'était plus évident au niveau de la COVID. Oui. Mais tout le monde qui était contre le gouvernement disait toute la même chose. Il y avait une uniformité là-dedans, qui s'est dissous maintenant. Mais là, il y a tellement d'enjeux qui sont différents que tout le monde se chicane sur les autres enjeux. C'est parce qu'au niveau de la santé, c'est évident qu'il nous mentait parce qu'on peut expérimenter sur nous-mêmes. On a un vécu, on a expérimenté c'est quoi la santé, le bien-être, on sait c'est quoi leur bullshit. Mais là, il y a tellement de... Il y a plein de virus, et les virus existent évidemment, puis c'est dangereux, puis la santé, c'est des virus qui nous sautent dessus pour nous contaminer. Attends, les virus existent, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu ne crois pas au virus? Non, elle ne croit pas au virus. Hein. Avant, tu penses que les virus n'existent pas? Non. C'est quoi ton explication, là? La santé vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Ah, d'accord, tu es plus Béchon que Pasteur, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Mais ça, c'est un autre dossier. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de confusions sur toutes sortes de sujets qu'on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il y en a. C'est caché, c'est occulté. Là, c'est pas la même chose. C'est pas comme un dossier de la santé des virus imaginaires qui nous sautent dessus, qu'on sait que c'est faux. C'était la minute d'Amélie Paul. Ouais. Non, mais admettons, peu importe que les virus existent ou non, ça n'a pas d'importance. C'est qu'on sait que la santé vient de l'intérieur. C'est notre responsabilité de prendre notre santé en main. Mais là, on a voulu nous faire croire que c'était du domaine de l'extérieur. Il faut prendre des vaccins pour nous protéger. Mais ça, c'est valable pour plein de sujets. Hein. Ils font ça avec le peuple qui est censé ne rien connaître. Et eux, ils savent et vont t'expliquer. Oui, effectivement. Ça dépasse le domaine de la santé. Et on attend tous que ça soit les moutons blancs, les moutons noirs. On attend souvent à l'extérieur. C'est souvent complexifié pour te dire, oh là là, c'est compliqué. Mais bon, il y a le type à la télé qui va m'expliquer l'affaire parce que j'ai rien compris. Hein. Mais quand on sait que c'est tout faux, là,
ça devient plus simple. Ouais, ben, c'est de savoir est-ce que c'est tout faux ou c'est de la réalité qui a été Manipulé. manipulée Donc, c'est pour. faux. Ouais. Ouais. Ouais, mais il y a toujours une partie de vérité dans une. Il y a toujours de la partie. Tu sais, d'omettre quelque chose, c'est le reste peut-être vrai, mais tu as omis une information importante qui fait que tu n'as pas toute l'information. Tout à fait. Mais ça, ils ont fait ça beaucoup. Ça, c'est subtil pour introduire la confusion. C'est quand même donner des trucs justes de temps en temps. Ouais. Et là, là on ne sait plus du tout où on est. Ça marche bien aussi. Ouais. Et puis, comme ils donnent des choses justes, disons, ceux qui réfléchissent moins disent « Ah, mais c'est quand même vrai, ça, donc le reste doit quand même être vrai aussi. » Non, c'est très sournois. Ouais. Mais ils ont de l'expérience, ça fait longtemps qu'ils sont là. Et ils ont bien étudié la nature humaine, Ils justement. connaissent bien la nature humaine. Complètement. Et quand on dit « il », on parle justement de dynastie. Là, Ouais, des gens qui sont là depuis longtemps. Est-ce que tu crois qu'il y a 13 familles puissantes qui mènent le monde? Cette théorie-là est assez intéressante aussi. Ouais. J'ai lu le livre de Claude Janvier, d'ailleurs, Les Démasqués, s'appelle. Hein. C'est intéressant. Ouais, c'est clair qu'il y a une élite au-dessus. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de pays, presque 200 pays. Donc, mais ils utilisent, je pense, pas mal toutes les mêmes techniques. C'est l'humain. Hein? Donc, ils ont des oppositions entre eux. C'est pour ça que des fois, nous en bas, on voit des choses, on comprend plus ce qui se passe. On dit pourquoi tel et tel a fait ça, et pourquoi tel et tel pays se passe comme ça, alors que normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Et je pense qu'eux sont aussi... Je pense qu'il y a quelques factions, il n'y en a pas 15, mais il doivent être quelques groupes qui Ils sont d'accord à un moment, comme la résistance, tout à coup, ils ne sont plus d'accord. Ouais. C'est la nature humaine, de moi qui même à ce niveau-là, la nature humaine. Ils sont humains, eux autres aussi, c'est pas des extraterrestres. C'est ce que... Peut-être que c'est des extraterrestres. C'est ce que... Peut-être. C'est ce que j'explique aussi, et je le dis souvent, le pire ennemi qui conçoit, c'est la nature humaine. C'est notre pire ennemi. C'est le pire truc qui puisse nous arriver. Parce que la nature humaine, c'est ce qui nous permet de nous adapter, donc de nous sauver. Donc c'est très paradoxal, en fait. C'est très intéressant. Le plus beau et le plus laid. Exactement, complètement. C'est très intéressant. Mais pour revenir aux différentes pyramides, ou peu importe là, que vous dites, il y a quand même, est-ce que tu crois Tu peux me tutoyer. Hein. Est-ce que tu crois qu'il y a quand même en haut un ou des marionnettistes qui gèrent les trucs? Je pense, oui. Donc, peu importe, il y a quand même... Moi, je pense qu'à un moment, il y a vraiment une vraie pyramide, même symbolique. Et tout en haut, il y a vraiment... D'ailleurs, un grand patron tout là-haut. Hein. Et je pense pas qu'il est dans la lumière, je vais dire. Non. Je pense qu'il peut-être il est porteur de lumière, mais je sais pas s'il est. Ah bon, il est peut-être porteur de lumière, mais il est pas dans la lumière. C'est pas pareil. Intéressant. Par contre, dans A Brave New World et dans tous les autres livres, qui soient utopiques, dystopiques, il y a toujours la résistance. Puis dans le cas de A Brave New World, c'est les sauvages qui vivent à l'extérieur de cette société qui est classée et tout est prévu. Les sauvages, c'est les complotistes? Oui, tu peux le prendre comme ça. C'est des gens qui vivent à l'extérieur Puis, dans le livre, ce qui se passe, c'est qu'il y a un de ceux-là, des sauvages, qui va dans cette société, ces gens-là sauvages, qui va dans cette société-là. Et toute la société commence à prendre... En tout cas, pas toute, mais une partie de la société commence à prendre conscience qu'il n'y a pas juste ça. Il commence à contaminer les gens, c'est ce que tu dis? Genre les sauvages? Okay. C'est ça. Fait qu'il y a toujours cet espoir-là parce que la nature humaine est comme ça. Hein, il y a toujours des résistants. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Dans ton livre, je pense que tu le donnais à la fin, ton personnage donnait un petit espoir de dire peut-être que... Il y a pas beaucoup de résistants dans ton livre, non? Il y en a. Ton personnage est... Mais tu l'as lu il y a longtemps. Oui, mais tes personnages sont des résistants. Oui, tout à fait. Ouais. Mais de toute façon, c'est presque automatique. Il y a toujours une contre... il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. C'est la nature humaine, de nouveau. Mais c'est aussi une réflexion qu'ils ont. Je pense qu'il y a une... comme avec le Covid, parce qu'on parlait de ça, il y a une réflexion. À un moment, les gens voient que... D'ailleurs, c'est ce que j'explique souvent aussi, c'est un des points faibles de notre ennemi très fort, c'est qu'ils veulent toujours aller trop vite. Ils veulent accélérer le mouvement pour mettre leur agenda en place. Mais à un moment, ils vont tellement vite que même les derniers des crétins
commencent à se dire, bah, il y a un truc qui est bizarre là. Et c'est ça le danger pour eux. C'est comment ça commence à se voir. C'est que ça se voit, mais c'est bizarre et tout. Et donc, forcément, et ça va occasionner quelque chose. Mais chez les gens qui sont un peu, qui réfléchissent un peu, dès qu'ils font une manœuvre un peu particulière, ça se voit tout de suite. Donc, les gens vont être tout de suite à attends. Pour ceux qui sont pas encore, qui n'ont pas été, qui sont pas fait zapper le cerveau par ce qu'on parlait tantôt, là, de dire tout et son contraire. Puis là, puis en plus, avec les outils comme TikTok aujourd'hui, les gens n'ont plus d'attention. Hein? Ça, 30 secondes. Donc ça aussi, ça t'empêche de réfléchir. Ah, complètement. Dans les écrans, c'est comme les gens qui ont oublié leur téléphone 5 minutes et qui font une attaque de panique. Quoi. Waouh. Il ne fait pas du tout référence à moi. Donc... Pas du tout. Pas du tout. À un moment donné, je ne trouvais plus mon téléphone. C'était la fin des temps. Voilà. Non, mais c'est très bien fait. C'est une addiction absolue. Ouais. Quand tu parles de l'agenda mis en place, est-ce que tu penses que c'est ce qu'il y a dans ton livre, le but, ou c'est un petit peu exagéré? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a en fait, c'est drôle parce que dire qu'il y a un agenda, c'est pas du tout complotiste. D'ailleurs, moi, je réfute toujours le terme de complotiste parce que je trouve que c'est un terme ridicule qui veut absolument rien dire. J'aime dire que je suis agendatiste parce qu'effectivement, on a plein de documents dans l'histoire. Par exemple, on a le Club de Rome en 1971. Quand on lit déjà leur programme, on sait déjà où ils veulent aller, donc ça a déjà 50 ans. Et on en a plein comme ça. Il y a aussi la commission Rockefeller qui a un rapport qui est sorti en 2010. Il y a aussi tout ce qu'ils veulent mettre en place. Donc, ce n'est pas du tout un secret. Donc, ce n'est pas un complot, puisqu'on peut l'avoir. On peut le trouver sur Internet. On peut regarder ce qu'ils font. Donc. Et en fait, leur agenda, ils veulent le mener à bien. Pour l'instant, ça se passe plus ou moins bien pour eux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le pire scénario qui puisse arriver, c'est ce que je décris, c'est Pax Dystopia. Parce qu'en fait, c'est un scénario qui se met en place tranquillement. Personne ne voit pas vraiment, ou pas assez de gens voient. Et un jour, on y est vraiment. Et on ne peut plus faire marche arrière. Et pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, ça peut encore changer. D'ailleurs, eux, ils n'ont pas tout réussi parce que normalement, leur coup du virus, ça devait être très différent. Et ça devrait être beaucoup plus rapide. On devrait avoir déjà une société différente. C'est encore pas pris. Donc, on voit que ça... Là, la société a vraiment changé depuis 5 ans. Ça, c'est vrai. Mais pas comme ils le voulaient. Et ce n'est pas à la vitesse où ils le veulent. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on voit qu'ils n'ont pas remis un gros truc encore en place. Moi, je pensais qu'ils allaient arriver plus vite. C'est pas terminé. Non, mais qu'ils allaient mettre un nouveau scénario assez vite. Et là, ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu un truc énorme. Mais je pense que le Covid leur a permis de faire un test à l'échelle géante et de bien regarder comment ça fonctionne. Dire, on va peut-être avancer plutôt par étapes petites que de faire un trop gros truc à la fois. Ça ne prend pas assez bien. Qu'est-ce qui a fait que ça a échoué, selon toi? Je pense il y a plusieurs facteurs. Déjà, ils sont trop sûrs d'eux. Ils veulent aller trop vite. Ça, j'ai déjà dit. Ils sont très arrogants. Ils sont sûrs que personne n'a compris. Puis qu'ils y vont. Ouais. Donc ça, c'est une erreur déjà. Ils méprisent trop l'humain déjà. Ça, c'est une première erreur. Et je pense qu'il y a comme il y a une espèce de... Ce terme de résistance, je le trouve un petit peu... on va dire la résistance. Les gens ont créé quelque chose dans leur tête, un monde différent. Alors là, on part dans d'autres choses. Je suis assez convaincu de ça. Donc, je pense qu'on peut créer des choses tout seul. C'est comme par exemple dans les religions, la prière. On a vu des choses, il y a 2-3 000 personnes qui prient en même temps et il se passe quelque chose. Parce qu'il y a une connexion dans un groupe et tout. Et là, il y a quand même... Ce qu'ils ont fait là, ça a réveillé des gens. Alors pas assez, mais plus de gens se sont réveillés que jamais en 2020. Et je pense qu'il y a eu une connexion, peut-être quelque chose de commun, avec des gens qui ont dit non et qui ont vu quelque chose de différent. Et ça a dû créer un bug dans leur réalité qu'ils voulaient instaurer. Surtout aux États-Unis. Moi, ici, au Québec, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se sont réveillés à ça. Tandis qu'aux États-Unis, c'est la majorité. C'est la majorité. Il y avait peut-être moins de contrôle au niveau de l'information. Il y a beaucoup moins de contrôle, puis c'est beaucoup plus... c'est vrai que le Canada a été un des pays les plus restrictifs. C'était le plus puissant au niveau des mesures. Et la France. Et la France. Et l'Australie. Et l'Australie, oui. Alors, cet éveil-là crée une sorte de blocage. Oui, ou alors une espèce de... Si on croit aux principes de réalité qui peuvent changer, ça fait une courbe dans la réalité, on part sur autre chose. Où ils sont encore là, mais ça devient différent. Ce qui veut dire que tout espoir n'est pas perdu, mais il suffit de ne pas rentrer dans la croyance de ce qu'ils veulent nous proposer. Alors, si on prend les thèmes de Philippe Guillemot, que tu aimes beaucoup... Oui, exactement. Si on poursuit cette ligne de temps, comme bon, on surfe sur celle-là, est-ce que c'est Pax Dystopia qui nous attend?
Non. Non. C'est qu'est-ce que tu vois là, pour notre avenir si on reste Je pense sur que cette c'est un ligne de truc moins pire déjà que ça, c'est sûr. Mais de toute façon, le problème qu'on a, c'est pas un problème, c'est juste mathématique. C'est-à-dire que là, on est arrivé au bout d'un système depuis très longtemps. Ouais. Et il est entretenu artificiellement. Parce que par exemple, quand on regarde les crises économiques et ce qui s'est passé après, dans les 10 ans, il y a une guerre mondiale en général. Ça, c'est toujours un peu mathématique. Or, quand on voit ce qui s'est passé en 2008, avec le subprime aux États-Unis et tout ce qui arrivait. 10 ans plus tard. Voilà. D'ailleurs, il y a plusieurs économistes qui rappellent que la situation du dernier semestre 2019 était catastrophique. Normalement, en 2020, il devait y avoir un crash économique mondial. Ça fait longtemps que j'en parlais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut créer quelque chose dessus, ce qui s'est passé avec le virus. Et en fait, ce qui est très étonnant, ça c'est une de leurs forces, c'est d'arriver à entretenir le truc, la chute, artificiellement. Oui. C'est moi ce que j'appelle incroyable. le kick the can on the road. Ouais. Mais là, ils font encore. Ils kickent encore. C'est comme le maintenir quelqu'un en vie artificiellement. Alors on peut le débrancher, il est mort. Et cette société est morte, mais on la maintient. Et d'ailleurs, il y a c'est ce que je dis souvent, quand on sort dans la rue, que ce soit au Québec, n'importe où, ça va quoi. Les gens sont dans leur voiture, ils sont aux terrasses, ils prennent un verre. Oui, c'est pas ça dangereux, tourne. On se parle. Voilà, ça va, quoi, tout va toujours bien. Alors qu'en fait, itinérants qui nous fait peur. Alors qu'en fait, c'est fini, quoi. Tu prends un verre sur une terrasse et ça te coûte 75 $. Ça aussi, oui, ça j'ai remarqué parce que avant de revenir au Canada, on me dit oui, grâce à l'euro qui est puissant, tu vas voir, tu seras. Ah, pas du tout. Et décourager des prix. C'est fou. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, c'est très surprenant. Ouais. Mais ça fait partie de ce que tu disais. On met ça petit à petit, puis là, tout le monde est. Oui. Tranquillement. Tout le monde est habitué. Oui, ils font ça tout le temps. Si tu augmentes $1 tous les 6 mois, ça va. Si tu leur dis $50 de plus, tout le monde va dire qu'est-ce qui se passe? Sinon, personne ne voit rien. Ils font ça souvent. Là, présentement, ils ont éliminé tous les gens qui n'ont pas assez les moyens, qui n'ont pas les moyens d'aller sortir, prendre un Puis verre. ils disent rien, c'est juste qu'ils ne vont pas prendre Exactement. un verre. Exactement. C'est tout. Ouais. C'est très réussi. Mais pour en revenir, justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'ils arrivent à maintenir cette chute. En fait, eux, ils veulent contrôler la chute, arriver en bas, mais ils aimeraient que ça soit cool, on va dire, pour repartir sur leur monde à eux. Le seul problème qu'ils ont, et qu'on a aussi nous, c'est qu'on ne peut pas passer du monde où nous sommes à un prochain monde, quel qu'il soit, sans que ça soit un peu violent à un moment. Parce qu'il va y avoir une cassure à un moment. Et là, ça va être un peu chaud. Ça a toujours été violent. Oui, parce qu'on ne va pas pouvoir changer de monde utopiquement, c'est pas possible. Donc ça, mathématiquement, on a un problème avec ça parce qu'il risque d'y avoir un moment où ça va être très compliqué. Et c'est inévitable, cette chute. Moi, je pense que c'est ça qu'ils veulent éviter. Ah oui, c'est ça. C'est ce que j'explique souvent, c'est qu'en fait, ils veulent contrôler la chute. Et que ça bouge pas trop, parce que forcément, s'il y a une chute trop brusque, les gens vont se révolter, et ça va être un bordel. Parce qu'en 1945, ils ont dit plus jamais. Ah oui. Oui, mais toi, tu penses qu'ils contrôlent la chute parce que c'est bienveillant. C'est ça la différence de perception. Non, parce qu'ils ont clairement, il y a un agenda. Le monde est en changement. La société change. Puis eux autres, avec la bienveillance, ils veulent encadrer ce changement-là. Mais c'est pas tout le temps. C'est qui eux autres, là? Ben, pour moi, ça recoupe l'élite, qui comprend les gouvernements, puis les grandes entreprises. Tu penses que c'est bienveillant? Moi, ça me sidère, ça. Oui, je pense que c'est bienveillant. Mais pourquoi je comprends pas. Tout prouve dans la société que c'est malveillant. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est bienveillant dans le sens où ils veulent contrôler ça, pas que ça parte n'importe comment, puis qu'on reste dans un monde quand même gérable. Puis ça donne de la merde, souvent. Parce que quand tu veux contrôler quelque chose, ça ne va jamais dans la direction. Fait que ce qui peut paraître malveillant. Exemple, Je suis tellement convaincu de la bienveillance. Mais j'ai l'impression de déjà vu quand je vois les deux parler de ça. Mais là, t'es dedans. C'est dedans. C'est génial. C'est on dit waouh. Parce qu'il y a une chose que tu ne peux pas arrêter, c'est la technologie. Ça, on l'a vu dans toutes les 200 dernières années. C'est ça c'est une des choses que je voulais parler. Un des premiers livres que j'ai trouvé qui était dystopique, c'était un livre qui s'appelait Caesar Columns, qui a été écrit par Ignatius Donnelly sous un nom d'emprunt, Edmond Bois-Gilbert. Il a écrit un Québécois, ça, non? Edmond Bois-Gilbert, c'est un Québécois, ça, non? Ouais, c'est ça, je sais pas. Comme ton personnage de Pax Dystopia.
C'était un des premiers livres dystopiques. Ça a été écrit en 1890. Puis lui, si tu te mets dans l'idée du temps, en 1890, c'était au tout début de la première, ou dans le milieu de la première révolution industrielle. Oui. Alors lui, ce qu'il a fait dans son livre, c'est qu'il a pris juste qu'est-ce qui était là, puis il a extrapolé jusqu'en 1988, puis dire, voici ce que la société va avoir de l'air en 1988. Et il était juste? C'était... Parce que j'ai pas lu ce livre, il était bon? C'était encore plus... C'était dystopique. Il y avait une société dystopique où les inégalités se sont agrandies, ou parce qu'il y avait des grandes inégalités en 1890, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, il y a des grandes inégalités, mais il n'y a personne, presque plus, de gens qui n'ont pas assez à manger. Presque plus. Oui? Dans les sociétés occidentales. Et même les sociétés du tiers-monde. Il y a de moins en moins, je me souviens, sûrement toi aussi, quand tu étais jeune, on envoyait de l'argent. Je suis toujours jeune. Merci Stéphane. Qu'est-ce que c'est que ces remarques? Tu es à peu près dans mon âge. Je me souviens, moi, dans mon temps, les Chinois, on passait l'Halloween, puis on ramassait des... C'était pour les Chinois? Oui. Il me semble, nous, c'était pour les Africains. Non, c'était pour les Chinois. Ah ben. Là, aujourd'hui, les pas Chinois la même génération. pourraient nous acheter. Mais t'es beaucoup plus jeune que Stéphane, c'est pour ça. Absolument. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 32. Ouais, c'est ça. 32 ans d'écart avec Stéphane. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que lui, il voyait une société qui allait en déclin, puis où ce serait la dystopie, où vraiment les gens meurent de faim, puis c'est dans comme 1984 de George Orwell. Et on regarde aujourd'hui, on n'est pas dans une dystopie. Là. Mettons, on regarde, on arrête, là, aujourd'hui, on est en 2019. Parce qu'en 2019, on est dans utopie ou dystopie. On est déjà dans la dystopie. Parce qu'en fait, je ne suis pas complètement d'accord avec ton idée des gens qui meurent de faim, parce que si je prends le cas de l'Europe, c'est une catastrophe quand ça se passe socialement, économiquement. Mais de nouveau, si je lis les médias et puis je rate dans la rue, ça va. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui sont en chute complète. Ouais, mais c'est juste que ça paraît pas, ils sont pas dans la rue. Parce qu'ils sont pas dans la rue, parce qu'ils essaient de maintenir le cap, parce qu'ils dorment dans leur voiture, parce qu'ils mangent un jour sur 3 pour nourrir leurs enfants, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Mais toi, dans l'idée de 1890, c'était insalubre. Absolument insalubre. Il n'y avait pas de toilette ou quoi que ce soit dans les maisons. C'était le début où l'urbanisation, les gens partaient de la campagne, s'en allaient en ville. Il n'y avait pas assez de place, fait qu'ils se mettaient multiples familles dans un ou deux pièces sans salubrité. Donc, il y avait aussi... c'était une société qui était très darwiniste. Donc, c'était la loi du plus fort. Si tu te faisais mal au travail, tu perdais ton revenu, tout simplement. Il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait rien. Donc, c'était une société très difficile. Puis, c'était la même vie que depuis des millénaires. Ouais. Chevaux, charrettes, tout du travail manuel, tout ça. Donc, c'était... la même chose que dans le Moyen-Âge ou même dans le temps des Romains. Il n'y avait pas tellement de différence. Puis si tu regardes la comparaison avec aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'on est moins bien, à part les très riches, aujourd'hui que ces gens-là étaient? Mais c'est vrai que c'est pas comparable, et puis c'est une espèce de misère différente. Mais ce qui est intéressant dans le cheminement, c'est qu'effectivement, ce qui a suivi derrière, c'est améliorer. Et là, on est en train de redescendre. Ouais. Avec les conditions d'aujourd'hui, bien sûr. Mais si ça descend comme ça, on va dire que proportionnellement, 100 ans plus tard, ou 200 ans plus tard, il y aura la même misère avec la technologie du jour, mais il y aura la même misère, parce que ça descend quand même. Ce que je veux dire, si on prend le cas de l'Europe, en France, il y a les fameuses 30 glorieuses après la guerre, là c'est waouh et tout. Et puis il y a les chocs pétroliers, voilà.
Et puis puis on Ouais. descend. Et depuis le début du 21e, on descend. Et là, il y a une précarité quand même. Alors, il y a des conditions différentes. C'est plus les misérables ou je sais pas quoi, mais c'est quand même pas. Il faut se rendre compte, il y a une boucle et on est redescendu quand même. Voilà. C'est Ouais. intéressant, Avec les conditions d'aujourd'hui. La misère avec les conditions d'aujourd'hui, donc la misère avec la technologie, parce qu'on Ouais. voit ça des fois dans les pays pauvres ou des gens Rien. qui ont rien, mais sont avec Mais un c'est- iPhone. Tout le J'ai- téléphone. J'expliquais ça, j'étais allé il y a quelques années à Philadelphie. Il y avait des gens qui dormaient dans la rue, ils avaient un téléphone. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire beaucoup de choses sur le monde où on est. Quoi. Ouais, vraiment. Mais tu avais dit, tu vis, toi, là, en 1890, et tu avais dit aux gens comment la société serait en 2019, maintenant. Mhm. Ils t'auraient pas cru. Non, mais ça, c'est un classique. C'est ce que, d'ailleurs, au début du livre, j'ai cité un Indien très connu, un chef indien, qui explique toute son histoire, tout ce qui se passe. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont du poisson, ils ont la rivière, ils vivent heureux, ils sont dans la vallée et tout. Et il dit à la fin, il dit, et si un étranger était venu nous dire ce qu'il adviendrait, personne ne l'aurait cru. Et c'est vrai, C'est vrai. c'est exactement ça. C'est vrai. C'est-à-dire que les gens, d'ailleurs, la plupart des gens ne peuvent pas, c'est très compliqué d'imaginer un futur différent de leur présent. Et c'est valable, par exemple, dans leur travail ou dans leur couple. Les gens, ils sont sur une espèce de ligne où tout est acquis. Enfin, je vais garder mon travail, ma femme va rester à la maison, tout va bien se passer, j'espère pour eux. Mais ils n'ont jamais la notion que le monde peut complètement basculer, même leur vie personnelle. Ouais. Et ça, mais l'être humain est comme ça. Il fait des projections rassurantes. Mais- Et le système lui vend ça inversement. C'est-à-dire qu'on le met dans l'angoisse, mais en même temps, on lui fait croire que s'il suit bien le cadre, ça va bien se passer, qu'il ne va pas y avoir de problème en cours de route. C'est assez intéressant, ce paradoxe aussi. Mais c'était comme ça en 1890. C'était le début de l'industrialisation. Les gens arrivaient, puis acceptaient n'importe quel salaire. Puis c'est toujours nivelé par le bas. Hein? Celui qui va accepter le moins, tous les autres vont avoir la même chose. Fait que c'est pas tellement la faute des industries Mhm. que les gens qui acceptent n'importe quoi. Mais c'est encore comme ça. C'est encore comme C'est ça. encore comme ça. Hein. Ouais. Mhm. Ah oui. Oui, mais il y a eu des grandes avancées. Oui, ben, ah oui, Les- bien les sûr. syndicats Bien sûr. qui sont arrivés, il y a eu toutes les normes du travail, la sécurité dans les entreprises. Aujourd'hui, ce que ce monsieur-là disait en 1890, c'est que la classe ouvrière elle deviendrait de plus en plus esclave et de plus en plus grande et de plus en plus dans la misère. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que la classe ouvrière n'existe presque plus. Puis elle est encore esclave, et puis souvent Mais elle les n'existe plus. les syndicats sont du bord des Mhm. patrons. Sont Mais pas elle du bord n'existe du petit presque plus. Il n'y a plus de travail, ou pratiquement plus. C'est en diminution constante depuis un petit bout de temps. peuple. Disons la classe moyenne, alors. Ouais. C'est elle qui est rendue esclave. Elle est rendue Et esclave, puis, il n'y a mais... pas vraiment de syndicats pour les protéger. C'est encore une illusion. Ouais. Ouais. Ok, c'est bravo, Amélie, c'est bien. Il me semble que c'est évident. On l'a vu dans les 5 dernières années que c'était une illusion, je crois. Donc, l'humanité est passée d'un endroit esclave dans la merde totale à un esclavage qui est plus confortable. Une C'est ça. illusion de liberté, mais qu'on est encore On esclave. peut dire ça comme ça, ouais. C'est pas mal. Mhm. Ouais, un esclavage déguisé, effectivement, plus confortable. Mais d'ailleurs, Ça fait croire qu'on est libre. Dans Le meilleur des mondes, Huxley, il y a plein de phrases qu'on peut retrouver partout, plein de citations où il explique ça facilement. Vraiment. Ah oui, oui. Donc les gens, finalement, sont d'accord avec leur bourreau, avec leur chef, avec leur maître, et ils suivent, et ils sont contents. Ils se Mais sont n'est-ce Ils vont pas pas se révolter, ils Ils sont se contents. plient comme on a Ouais. vu dans les dernières années. Ouais, t'as fait. N'est-ce pas la nature humaine? Eh, tout à fait. Hein. Bah oui. De se Quand tu la plier connais à bien. l'autorité. Ouais, Quand tu la juste connais bien. téléphone. Un roi en 1890 là, aurait tué pour avoir ce qu'on a dans les mains. Là. Mhm. Parce que dans ce temps-là, tu écris une lettre, tu la donnes à un... Mhm. Un gars qui part à cheval pendant 3 jours. Mais ouais. je suis quand même Ouais. contente de ne pas avoir grandi avec ChatGPT. Ouais. T'es content de ne pas avoir grandi avec Ben, ChatGPT, t'as dit? Ben imagine maintenant Hmm. à l'école. Ah oui, je sais, ouais, ça, Que- c'est une autre je veux dire, catastrophe tu réfléchis plus à rien. qui arrive. Hein. Mais ça va avec les TikTok de ce monde. Ouais, tout à fait. Ça enlève Ah non, mais la ça, capacité de c'est penser. c'est terrible. Terrible. Vraiment. D'ailleurs, c'est aussi ça qui est intéressant. Moi, je vois ça quand on est à des tablés où il y a des jeunes. Quand on parle ou on cherche une information,
D'ailleurs, ils vont pas chercher l'information en essayant de se rappeler, ils vont sur leur téléphone. C'est C'est systématique. automatique, ouais. Et puis surtout, si on reparle de ça dans 3 jours, ils n'ont pas l'information. Ils l'ont pas retenu. Ça, c'est grave. C'est drôle grave. parce que c'est Socrate qui disait ça. Ça fait 2500 ans. Il disait, pour apprendre, il faut le chercher soi-même. Ben oui. Puis ça n'a pas vieilli d'une seule seconde. Là. C'est comme un texte pour un spectacle. Il faut le faire soi-même, sinon tu n'apprends pas. Hein. Tu vas l'oublier. Bien sûr. Tu ne l'intégreras pas dans toi. Je peux imaginer. Hein? C'est déjà assez difficile quand c'est toi qui l'écris. Imagine si c'est le texte de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas où tu t'en allais, mais je voulais revenir à cette espèce d'effondrement qu'on maintient artificiellement. C'est pas clair si c'est inévitable. On va arriver à un effondrement ou ça se peut qu'on va essayer de surfer sur le truc puis essayer de le maintenir artificiellement pour pas qu'il y ait de crise puis qu'il y ait un éveil massif encore ou qu'est-ce que tu penses? Le problème, c'est que dans les deux cas, nous, on est mal, comment on dit chez vous? On est mal engagé, mal baisé, non? Peut-être. Si tu veux nous parler de ta vie personnelle, tu peux, mais ça ne nous regarde pas, nous. Mais on est mal barré. On dit mal barré chez vous? Enfin, voilà. Parce que si ceux qui dirigent l'affaire arrivent à contrôler la chute et aller là où ils veulent, on va aller dans un monde qui ne va pas être terrible pour nous. Et si ça se casse vraiment la gueule, ça va être un bordel, ça va pas être terrible pour nous non plus. Le seul avantage, c'est que c'est mieux que ça se casse la gueule, vraiment, parce que ça va être une période. Alors, il faudra s'accrocher, et je sais pas ce qui va se passer, mais après, ça va remonter derrière. Et ce sera pas eux qui pourront diriger ça. Donc, vaut mieux que ça s'écroule, mais un peu... Ça sera pas eux qui pourront diriger la Pas complètement, ça va leur échapper. C'est pour ça qu'ils veulent contrôler la chute. Un éveil massif des... Pas forcément, mais c'est pour ça qu'ils veulent contrôler la chute. Et c'est pour ça qu'ils peuvent laisser aller des choses. Ils peuvent laisser aller des guerres, des émeutes, ou même des pays qui se cassent la gueule, c'est pas grave. Mais au moment s'il y a trop de choses qui partent, puis que tu n'arrives pas à tout tenir, là, tu perds les contrôles. Tant qu'ils gardent le contrôle, même s'ils doivent dire, moi, je vais lâcher ça. Ici, ouais, ce pays va tomber, ou tel et tel va prendre le pouvoir ici. Bon, on n'a plus le temps, ok. Mais si c'est tout qui part d'un coup et tu n'arrives plus à contrôler, ben, tu perds le pouvoir. Alors après, c'est le bordel intégral pour tout le monde, pour eux, pour nous, etc. Mais il y a un nouveau truc qui arrive derrière. Et c'est presque mieux que cette chute contrôlée où c'est eux qui reprennent leurs mains, quoi. Donc nous, on est là au milieu. Alors il y a la troisième voie très utopique où il va y avoir un grand réveil des consciences et on va tous se donner la main et on va tous... payer des calinours. On va payer des calinours et ça va être waouh, et un monde nouveau nous attend. Ça serait formidable. Mais je crois que la nature humaine, justement, est encore loin de ça. Je pense qu'on est encore plus près du sauvage que du sage, apparemment. Ouais. Donc c'est mieux alors qu'il y ait vraiment un effondrement, une grosse crise. Et c'est pour ça qu'il le bloque. Parce qu'il devrait déjà être arrivé. Là où on est, ça fait déjà longtemps qu'on est arrivé trop loin. Et c'est pour ça aussi que les gens qui annoncent ça deviennent ridicules. C'est qu'il y a plein de gens qui disent, il va se passer ça et ça. Puis, bien sûr. Les économistes annoncent une grande crise économique. Oui, exactement. Tous les gens qui ont annoncé des trucs, tout le monde dit, c'est bon, ça fait 10 ans que tu me dis que c'est la fin du monde. Il ne s'est rien passé. Et c'est ça la réussite. Toi, c'est très sournois aussi, ça. Oui, tout est contrôlé. C'est très bien financier. Fait. Donc, il faut... que faire? C'est difficile à dire. C'est quoi la solution pour le petit peuple? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi? Mais le petit peuple, il est déjà complètement... en bas du truc, il est au niveau vibratoire, il est tout bas, il est contrôlé, et puis il n'a pas du tout de... On lui donne encore de quoi ne pas faire alliance, tu vois. Pendant le Covid, on a vu qu'il y avait des alliances, il y a un truc qui montait en puissance. Et en France, il y a eu ça avec les Gilets jaunes en 2018. Et là, ça a commencé à inquiéter le pouvoir. Tout coup, il y a le petit peuple, tout coup, fait abstraction de ces petites différences, et le petit peuple se met ensemble. Et là, ce qu'on dit souvent, même si les gens sont un peu dans la misère, ils partent encore en vacances, puis à manger dans le frigo. Donc, ils vont continuer à faire ce qu'on leur dit. Mais ils n'ont pas faim. Ils ont mis un terme assez rapide à cette histoire-là de Gilets jaunes. Oui, parce que la même chose comme il est arrivé ici avec les camionneurs. Tout à fait, c'est le même principe. Et surtout, ils mettent ça, c'est drastique quand ils coupent. On voit ce qu'ils ont fait avec les camionneurs et les gens même qui ont donné de l'argent et tout ce qui est arrivé. Et là, il y avait une union aussi par rapport à les Anglais, les Québécois. C'est le pire truc qui puisse leur arriver. Vraiment. C'est l'union. Parce que c'est clair, c'est le classique de base, c'est l'union fait la force. Et eux, ils travaillent au divisé pour mieux régner. C'est ce qui se passe. Et ils ont rattrapé le coup depuis. Là, il y a de la division partout, dans la résistance. Bravo. Quand on parle de la résistance et de la division, ce qui est extraordinaire, c'est que l'ennemi n'a même pas besoin de faire quelque chose, ça se fait tout seul. Les gens se mettent en guerre, c'est génial. Pour eux, c'est parfait. Ils peuvent continuer à travailler à leur truc. C'est assez facile de créer la division. Bien sûr. Mais les gens, la nature humaine l'a fait toute seule. Ouais. Et là, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'il y a eu une grosse alliance.
Et puis, ça s'est un peu amenuisé. Il y a plein de gens qui sont retournés un peu à leur vie normale, comme les autres. Et puis surtout, il y a plein de gens qui ont éclaté pendant le Covid. Et d'un coup, ils ont trouvé qu'ils avaient une existence intéressante, qu'ils avaient une personnalité qu'on suivait. Il y a l'ego qui est sorti, il y a eu c'est surréaliste. Oui, et puis il y a Tout ce qui beaucoup s'est passé, d'ego aujourd'hui dans tous ceux qui... Et quand on voit tous les petits groupes, les dissensions, les histoires, les trucs, mais ça réussit. Ouais, c'est très bien réussi. C'est très bien fait, quoi. Mais ça dit pas c'est quoi la solution? Une des solutions de base, ce que disait tout à l'heure Stéphane, déjà, c'est que je pense qu'à titre individuel, déjà, il faut sortir de ça. Il faut sortir de leur jeu, déjà. Alors, ça a l'air simple, ce que je dis, mais c'est compliqué. Parce qu'on est en prise directe avec tout ça en permanence. On ne peut pas aller sur une île tranquille où ils ne sont pas là. Donc, tu es obligé de composer avec ton milieu, la société, les autres. Voilà, donc ça, c'est compliqué. Mais déjà, dans sa tête, c'est beaucoup, déjà. Déjà, il faut sortir de ces dogmes, de toutes ces croyances, déjà, et déjà, pour soi-même, créer déjà un souverainisme personnel, déjà. Alors et là, quand tu fais ça, tu croises d'autres souverains, et peut-être qu'il y a une alliance qui peut se faire. Mais... Est-ce que ça serait de se connecter à sa souveraineté intérieure, Nicolas? Oui, on peut dire ça comme ça, bien sûr. Ouais, sans problème, on peut le dire. Mais ça, c'est très utopique. Non, parce que non, c'est pas du tout utopique. Excusez-moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. Il y a un service d'État, j'ai les domestiques qui servent de l'eau. Moi, je vais y aller. Voilà. Amélie, merci. C'est très utopique. Je dis c'est utopique parce que ça prend pas en compte la réalité, le pouvoir qu'ils ont. Puis on l'a vu, le pouvoir qu'ils ont. Ils contrôlent les médias. Donc, si tu veux, tu peux bien toi-même te sortir de la brigade. Moi aussi, Amélie. Mais en fait, tu peux rester... C'est moi, Manon, dans tout le monde en parle? Oui, Manon. Tu peux rester là-bas. Tu peux rester de côté, on t'appelle quand on a besoin de quelque chose. Voilà. Exactement. Tu peux aller t'asseoir et on t'appelle si on a besoin de quelque chose. Ça sera beaucoup plus intéressant, en fait. Parce que tu parasites un peu la conversation, c'est pénible. Ah non, ça, c'est pas gentil. Non, je plaisante. Allez. Vous êtes beaux, les deux, à l'écran. Surtout. Non, viens, il manque de verre, là. Ça manque de verre, flashy un Allez. peu, hein? Allez, fais pas les gothiques, assieds-toi. Merci, Amélie. Bon, où ce que tu dis là, de sa souveraineté personnelle. C'est pas du moi, tout je suis utopie. pour. Non, attends. OK, je te laisse parler pour une fois. Je suis pour parce que je le fais moi-même. Hein. J'essaie de pas me laisser influencer par toute cette folie-là. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens n'ont pas la force mentale de le faire. Absolument, mais ça, c'est juste un truc individuel. Donc, tu le fais, puis tu penses pas nécessairement aux autres. Là. Tu le fais. Oui, c'est ça, mais ça ne changera pas le monde, la politique. Oui, ça change le monde. Ce qu'il faut... puis dans ton livre, tu dis, tu en parles de ça, de la souveraineté individuelle. Mm-hmm. Puis ce bout-là, j'ai trouvé ça comme j'entendais la voix d'Émilie. D'Amélie parler. Mais je ne la connaissais pas que j'ai écrit le livre. Elle m'a pas influencé. J'entendais sa voix parler à la place de la tienne. Là. Ah ouais. C'est très utopique de penser ça. Mais c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que ceux qui sont tout en haut de la pyramide, eux, ils connaissent ça aussi. Oui. Et ce n'est pas seulement des technologies, des manipulations sur les masses, etc. Eux, ils ont aussi accédé à quelque chose de supérieur qu'ils utilisent à leur façon. Et ils savent que l'être humain est capable de faire ça. Quelque chose d'au-dessus de nous. Hein. On peut l'appeler comme on veut. Donc eux, ils l'utilisent aussi à leur manière. Et ils savent que s'il y a un maximum de gens qui se réunissent et qui ont cette pensée-là, et qui ont cette créativité, cette croyance, et qui vont dans tout ça, ça peut être dangereux pour eux. Parce que ça peut inverser quelque chose qui dépasse tout le matérialisme et toute la technologie. Et ça, ils ne veulent pas que ça arrive. Absolument. Donc là, ce n'est pas de l'utopie. C'est pas de l'utopie, c'est aussi une réalité, alors qui paraît un peu abstraite parce qu'on croit ce qu'on veut, mais il y a plein de choses dans le quotidien qui nous le démontrent. Mais ils ont les canons pour justement arrêter tout ça. Comme le meilleur exemple, un des bons exemples, c'est Amélie. Amélie, elle... Amélie est un bon exemple. Toute innocente. J'ai dû rater un épisode, moi. Toute innocente, en 2020, elle fait des capsules humoristiques au début de la pandémie, sans même le savoir qu'elle avait fait ce qu'il ne fallait pas faire. Hein. Elle utilise l'outil parfait pour détruire tout le narratif, l'humour, de démontrer l'incohérence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était le bombardement total. Là. Pas juste sur elle, sur toutes les autres. Là. Tous ceux qui faisaient de l'humour ou qui parlaient de tout ça se sont fait arrêter complètement, bloqués. Il n'y a plus de droit de parole nulle part.
Mhm. Fait que, Ouais. c'est pour ça que je dis c'est utopique de penser qu'on peut individuellement se dresser contre l'État. Individuellement, peut-être pas, mais collectivement, oui. Et on Ouais. a un manque de collectif. Oui, mais c'est ça. Ouais. Collectivement, on Ouais. aurait pu, mais Ah ils ont oui. arrêté. Oui, mais quand je dis l'autorité intérieure, je dis pas individuellement se dresser contre. Parce que si tu te dresses contre, t'es encore dans la résistance, la révolte, t'es encore dans la guerre, t'es encore dans le mouton noir révolté. Que ça, t'es encore sous contrôle quand t'es le mouton noir révolté. Là, on parle d'une vibration plus haute. Là. C'est-à-dire que si il y a un collectif vraiment très très important qui se met ensemble et qui crée quelque chose d'autre, ce quelque chose d'autre va prendre le pas sur ce qu'eux veulent créer. Et en fait, c'est pas une guerre, justement. C'est pas, comme Pas tu dis, dans la c'est pas résistance. une résistance, c'est plutôt quelque chose de tellement puissant que ça dépasse ce qu'ils font. Et là, ça bascule presque naturellement le Je pense monde. qu'on Sans le aller voit, contre. on le voit aux États-Unis. C'est en train de basculer. Ben, c'est très dans la résistance, par contre. C'est très... c'est encore dans cette espèce de guerre... on résiste aux méchants, puis on veut arrêter les méchants. Ouais, puis là, on ne sait pas, est-ce que ça fait partie de la pièce de théâtre? Est-ce que Trump est... Mais normalement, Trump va tout sauver, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il me semblait, j'étais pas sûr, mais... Oui, mais Trump est là pour arrêter les méchants. Et Il doit- on, non, je crois on qu'il- attend encore les Je crois arrestations. qu'il va assainir le marais, c'est ça? Absolument. Mm. Oui, c'est ça. Et c'est quelle date qu'arrive le Kraken? Mais faut que tu sois Ça, patient, faut demander. Nicolas. Il faut demander à Alexis Cossette-Trudel. Ah, ok, ouais. Ouais. C'est un Québécois, lui, c'est ça? Hein? Oui. Ouais, ok. Ouais. Ah, mais- En passant, les Québécois, tu comprends bien notre accent? Oui. Ou, est-ce qu'il y a des expressions qui... Non, mais je comprends bien, vraiment, sans problème. Ouais, sans problème. Ouais, j'apprends toujours plein de nouvelles choses, mais j'apprends... Par contre, Je durant la comprends. mise en scène, il faut souvent que j'ajuste parce que sinon, les Européens. Ah, ben vont oui. rien Ouais, ça, comprendre. c'est un problème, c'est qu'on C'est souvent un a problème, européanisé ses propos parce que je sais qu'en Europe, Surtout dans l'humour. et ils vont pas, et ça va passer à côté, donc ça, c'est... Puis moi, j'ai souvent cette impression-là que si c'est pas dit en québécois, ça sera pas drôle. Ouais. Mm. Puis là, si je le transpose avec plus un français correct, avec l'accent Correct, correct. un français correct. Correct. Ça commence mal, un français correct. Eh ben, moi, j'ai l'impression que c'est plus drôle, mais lui, il n'entend pas vraiment la différence. Je trouve ça fascinant, quand même. J'ai hâte de On fait voir un aparté, ça quelle n'a va pas être la rapport. réaction. Ouais. Là-bas, ouais. Ouais. Tu penses. Moi, je pense que tu vas réussir. Tu crois? Oh, oui, je pense que oui. Mais toi, t'es un éternel Optimiste. optimiste. Normalement, si Stéphane pense que tu vas réussir, tu vas C'est réussir. clair, c'est dans la poche. C'est bon. Ben, tu sais, avant qu'ils te mettent des bâtons dans les roues, ben, tu réussissais bien. C'était Ouais. bon ce que tu faisais. Ouais, c'est vrai, je pense. Mais en plus, ça, c'est un spectacle qui est beaucoup plus large et qui est plutôt sur une idée de réconciliation et Mhm. d'avancée que de... Ouais, qui ne s'adresse pas aux complotistes. C'est ça, c'est pas, dans la spécifiquement. résistance, c'est pas dans la c'est global. révolte. Ouais, c'est Mhm. plus dans la réconciliation. Ah, bon. Ouais. Mais- C'est peut-être toi qui vas changer le monde. C'est moi qui va réconcilier le Ouais, monde. voilà. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu vas changer le monde, mais tu peux participer à son changement. Ouais. C'est déjà Exact. beaucoup. Ça, c'est déjà beaucoup. Effectivement. Mhm. On a parlé de plusieurs livres. En 64, en 1864, il y a eu Maurice Joly qui a fait, puis tu m'as dit que tu ne l'avais pas lu, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Mhm. Ça, c'était absolument magnifique. À tout le monde, là, Il est où? c'est celui-là ici. Ah, OK. Lui, il a décrit toutes les manœuvres que Napoléon III faisait pour manipuler la société et arriver à ses fins. C'est très machiavélique, donc le Machiavel qui parlait. Et ce livre-là a tellement été bien fait qu'il y a un petit peu plus tard, il y a des Russes qui l'ont comme plagié, puis qui ont fait un livre qui a changé beaucoup de choses dans la société, qui s'appelle Les protocoles des sages de Sion. Ah, on en est là, d'accord. Est-ce que Ouais. Oui, je connais. tu ouais. connais? Ouais. Ben ça, c'est les protocoles des sages de Sion, c'est une copie de Machiavel et Montesquieu. Ah, ok. C'est un spoof, hein, un Ça, plagiat. alors ça, je suis pas venu pour rien. Ça, c'est une révélation. Ah, absolument. Ça, c'est bien. Puis moi, Mais j'ai les lu protocoles de suggestion, c'est un faux vrai qui n'existe pas. Hein. Ça J'ai change tout lu le temps. les deux. Ouais. Puis, c'est clairement les deux. Sauf que dans le protocole, au lieu de mettre ça sur le dos de la politique, là, la politique, il décrit très bien comment les élites, ou Napoléon III dans ce temps-là, contrôlent le peuple.
Sauf que dans les protocoles de siège de Sion, c'était les Juifs. Ils ont remplacé ça par les Juifs, puis ça a créé ce qu'on... Les Juifs contrôlent le peuple, je comprends pas. Non. C'est paraît bizarre. Mais c'est peut-être... Mais on est en toute franchise, on peut dire ce qu'on veut, c'est tu ça. dis tout ce que tu veux ici. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose sur le cœur que tu aimerais dire, Nicolas? Du tout. Ah, OK. Mais est-ce écoute. que ça serait pas juste un pattern qui se répète tout le temps, constamment à travers l'histoire? Donc, c'est pour ça que c'est comme un copier-coller, mais ça reste une vérité quand même. Ça vient à ce que je dis. Non, mais c'est parce que tu as souvent dit ça, que c'était le protocole des sages de Sion, c'était un plagiat. Un plagiat du truc, là, Dialogue aux enfers. Ouais. Mais en fait, c'est comme les deux sont absolument réalistes. Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu est absolument magnifique parce qu'il démontre toute cette machine-là qui est faite pour contrôler les peuples. Et qui est bienveillante. Mais je sais pas comment c'est chez vous ici, mais en Europe, les protocoles des sages de Sion, officiellement, c'était un faux. C'est une erreur, ça n'existe pas. C'est un faux, c'est un plagiat. Ouais. Non, mais nous, chez nous, c'était un faux. C'est un truc qui a été inventé, c'est antisémite, c'est voilà, point. Oui, c'est absolument c'est juste complètement... Mais antisémite, juste ce mot-là... est déjà faux. Ouais. C'est faux, parce que c'est plus anti-caucasien de religion juive. Oui, tout à fait. Antisémite, c'est déjà un terme complètement... Parce que les Sémites, c'est les Palestiniens. Exactement. Ouais. Non, mais ça, c'est déjà faux à la base. Oui, c'est ça. Enfin... Tu parles aussi, c'est une autre affaire dans ton livre, les mots. Ah oui. Ça, c'en est un bel exemple. Tout à fait, oui. De dire antisémite, mais ces gens-là ne sont pas des sémites pour la plupart. Complètement. Et ça faisait partie aussi de la novlangue dans 1984. Orwell, ils ont tout inventé un nouveau dictionnaire, puis ils ont simplifié tout ça. Donc, tu ne peux plus, à un moment donné, penser. Mais c'est ce qui arrive aussi aujourd'hui. Oui, on a ça depuis un moment. On simplifie les règles de grammaire. On invente des nouveaux mots complètement ridicules, notamment dans le domaine du LGBTisme. Ça part dans des trucs. Et puis surtout... Les genres. Oui, les gens. Ouais. Cisgenre. Hein, c'est quand toi, t'es cisgenre. Parce que tu Première fois que j'ai entendu ce mot-là, je dis, pardon. Oui, le blanc est non racisé. Quoi. Des choses comme ça, on entend. Oui, le blanc, c'est pas une race. Non, mais c'est incroyable. Puis justement, il y a eu cette semaine. Ben oui, j'ai pensé à la même chose. On est connectés. Les gènes. Les jeans. Les jeans en anglais. T'as des beaux jeans. Sydney Sweeney's has good jeans. Good jeans. Ah oui, j'ai vu passer ça. C'est un jeu de mots, jeans en anglais. J'ai vu ça hier. Mais c'est une actrice qui est incroyablement belle. Oui, c'est ça. Puis en plus, c'est pas parce qu'elle est blonde puis qu'elle a les yeux bleus qu'on la remarque. Ben oui, elle est très belle, mais c'est parce qu'elle est belle puis elle a des grosses boules, tu sais. Mais en tout cas, bref. Des grosses boules? Mais oui. C'est-à-dire? Des gros seins. Des gros lolos. OK. Tu m'as fait parce que nous, des grosses boules, toi. Oui, c'est plutôt au niveau de l'attribut masculin. C'est pour ça. Mais c'est fascinant qu'on n'a même plus le droit de dire qu'une belle fille, blanche, blonde, yeux bleus, a des beaux gènes parce qu'on fait un jeu de mots avec les jeans. Puis qu'elle est belle, parce qu'elle est belle. C'est un peu raciste de dire ça, non? Mais on n'a pas le droit de trouver une femme blanche belle. Ils disent que c'est du nazisme. Oui, non, c'est du nazisme. C'est de la... Mais ça aurait pu être une femme noire, puis on aurait fait le gag, mais ça aurait été correct, je suppose. Ouais. Parce qu'on aurait pu dire, elle a des beaux gènes, elle aussi, elle est très belle. Mais là, c'est correct si elle est noire, ou peu importe, une autre nationalité. Mais là, vu que c'est une blanche... Mais en plus, elle représente... C'est une Américaine. Ouais. Je sais pas si elle est américaine. Oui, elle est américaine. Je pensais qu'elle était peut-être australienne. Donc, en tout cas, bref. Américaine. Donc, elle représente l'Amérique, bref. Mais là, ça c'est raciste de dire ça aussi, j'imagine. Oui. Elle représente l'Amérique. Ça commence mal, cette phrase. Faut enlever cette phrase. S'il vous plaît, censurez cet extrait de ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, cette affaire-là, parce que je pense, parce que je commence à comprendre le marketing, c'est la même... C'est exprès, Ces personnes-là qui ont fait des affaires sur TikTok ou whatever, qui disent, et puis qui pleurent, les filles. Mais c'est raciste, c'est ça. Eugéniste. Eugéniste. Je pense que ça fait partie de la campagne pour créer un buzz. Une controverse. Ah, OK, là, tout le monde va acheter des jeans parce que
il y a une controverse. Ça marche, j'ai vraiment envie d'aller sur le site d'American Eagles. Ouais. C'est la même chose. M'acheter une paire de jeans. La même chose qu'on a vu la semaine passée avec le gars chrétien qui s'est fait canceller parce qu'il chantait, parce qu'il était MAGA, finalement. Mais ça, lui, il a profité énormément. Tu l'as suivi, ça? Oui, j'ai vu ça. C'est toujours comme pour créer un débat quand, en bout de ligne, tout est faux. Là, ça fait parler. Ça, c'est aussi une de leurs techniques du prestidigitateur. C'est de te montrer le tour ici puis de faire un truc là. Ils font ça tout le temps. Hein. Mais ça, là, c'est tu le regardes marketing. la petite affaire ici et puis comme ça, je peux m'occuper de ça à côté. C'est le marketing, puis ça marche. Parce que là, on l'a vu, ça a fait dans l'histoire de Sydney. Mais c'est incroyable, toutes les posts sur X, c'était tout sur elle. C'est tout sur elle. La nature humaine. Nature humaine. C'est comme le couple pendant le match de baseball qui ont été pris au. Ça, c'était surréaliste que au ça Kiss fasse Cam, autant là. parler. C'est parti, un truc. C'est un événement mondial. L'événement mondial qu'un Ça CEO bien. de compagnie qui a trompé sa femme. Ouh! Ça marche nous bien. sommes choqués. C'est intéressant. Ouais. C'est à quoi on est arrivé. C'est ça qui doit nous occuper. Voilà. Des insignifiances. Ouais. Ben, pour continuer l'histoire entre 1890 puis aujourd'hui, en 1890, il y avait 90%, à peu près 80-90%, c'était de la classe ouvrière. Donc 50% du PIB, c'était l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est moins de 1% du PIB. Moins de 1%, 0,7, quelque chose comme ça. Puis on est rendu à une économie de services, puis ça, je parle de la France, de l'Europe au complet, du Canada, des États-Unis, à 70 à 80%. Donc, on ne fabrique plus rien pour 80% des gens. Puis là, on s'en va vers la quatrième révolution industrielle avec l'intelligence artificielle, qui vont s'occuper à l'intelligence artificielle et la robotique, qui vont faire le 20% qui reste. Ouais, dans un monde formidable, alors. Ben Ça s'annonce bien. Pour Stéphane, c'est une utopie, c'est un monde formidable où les robots vont tout faire pour nous et nous, on va juste avoir à peindre et à chanter et à danser et à lire et à faire de la philosophie. Ça, c'est tout? Voilà. C'est le monde. Enfin, rien d'autre? Ah, okay. Non. C'est pas très intéressant. Non, mais c'est tout le monde va baiser. Tout le monde va baiser, oui. Mais Stéphane croit à ce beau monde utopique-là. Non, je crois pas. Ma question, c'est... Tu crois pas, non? Non, parce qu'on ne peut pas le savoir. Ben, c'est tout le temps ça que tu dis. Non, mais... C'est ce que tu espères. C'est ce que j'espère. Oui. Je suis utopique quand je dis ça. Parce que l'humanité n'a jamais été là, à ce que je sache. Avec un revenu minimum garanti, évidemment. Pas pas de revenu. Comme Elon Musk l'a dit, tout est freestyle. Un revenu abondant garanti. Pour tout le monde, y compris ceux en Afrique. Là. Et en fait, tout cet argent viendrait d'où? Ben, vient de... C'est pas compliqué. Si tout est fabriqué par des robots, ça ne peut plus être la propriété privée. Ça peut plus... les entreprises ne peuvent plus être de la propriété privée. Donc, tout ce qui va sortir des lignes de montage, des industries, va être gratuit, finalement, possédé par le gouvernement ou les gouvernements, puis va être gratuit. C'est ce que Elon Musk dit. Mais il y a un petit côté Kalinours aussi, Elon Musk. Non, mais c'est ça ma question. Si tout est fait par des robots, il y a le problème de la propriété des entreprises. Ça ne peut pas être une entreprise qui détient toute la machine de production. Toi, tu vois ça comment? Cette nouvelle économie... Parce que c'est difficile. Oui, non, mais ça me paraît complètement improbable ce que tu racontes là. Je ne crois pas du tout que c'est possible. C'est pas possible. Non. Je crois pas, ça va bloquer très vite. Il y a plein de facteurs qui correspondent pas à ça. On ne peut pas arriver à ça. Pourquoi? Parce que l'être humain déjà n'est pas prêt à ça. C'est la simple base de ça. T'imagines, j'explique ça souvent, la plupart des gens, il ne faut surtout pas qu'ils gagnent au loto. Parce que la plupart des gens, tu leur retires leur travail demain. Tu leur dis maintenant, tu as plein d'argent pour faire ce que tu veux. Ils vont tout flamber en quelques... Tu vas les avoir 6 mois, 2 ans, on va les retrouver en dépression, pauvres et tout, etc. Ouais. Donc, tu peux pas faire ça. Dans un monde idéal, oui, mais on n'est pas dans un monde idéal. Ouais. Parce que l'être humain, tu peux pas lui confier ça. Il n'y a pas de niveau de conscience pour ce monde-là. Sauf que ça va arriver. Alors, ça va être une catastrophe. Mais là, on va se retrouver un peu dans le meilleur des mondes. Un peu. Oui. Est-ce que ça va être dystopique ou utopique? C'est là la question. Est-ce qu'on va être dans le meilleur des mondes? Ou tout ce qu'il va avoir,
le lobby de tous ceux qui... il va y avoir un... comment je pourrais dire? Des gens qui vont avoir... J'aimerais t'aider, je sais pas du tout où tu t'en vas. Non, là, on est croché à tes lèvres. Ouais. On est dans un suspense Ouais, insoutenable. Que va-t-il se passer? Est-ce que les gens vont pas vouloir se contrôler un et l'autre, puis ça va être les meilleurs qui vont gagner, puis qui vont contrôler toutes les... Mais c'est une Mais voilà. catastrophe. Non, mais de nouveau, l'esprit de compétition et de pouvoir Elle va de rester. la nature humaine va Ouais. rester. Donc, même si tu stabilises ça, disons, une période, très vite, il y a un type qui aura une idée en disant, attends, tel et tel programme, là, les chaînes, tout, je pourrais investir là-dedans, et ça va repartir. Parce qu'il ne va pas rester chez lui à faire de la peinture, Et de la philosophie. de la philosophie. Ça serait bien, ça serait waouh. Quel beau monde, mais non. Voilà. C'est pratiquement impossible, à mon avis. Et pas juste ça, c'est que le salaire minimum ou abondant. Mais ça, ce qui est pas garanti, mal, c'est que ça va il va venir absolument- avec des conditions. Non, ce qui est drôle, c'est que ça ne veut absolument rien dire. Un salaire minimum abondant, c'est-à-dire. je connais Ben, pas. peu Tu vois, importe, non, mais c'est aussi peu importe intéressant. qu'on a, disons, 5 000 par mois, peu importe. Mais c'est pourquoi qu'ils nous donneraient ça comme ça, là, avec bienveillance? C'est sûr que ça viendrait avec des conditions. Ça besoin Oui, bien sûr. Oui. Ah oui. Non, mais voilà, c'est complètement. Ça, c'est une utopie d'utopie d'utopie. C'est pas possible. C'est une utopie sur les stéroïdes. Mais c'est inévitable. Pourquoi c'est inévitable? Parce que l'intelligence Mais c'est la fin des artificielle... temps. L'intelligence artificielle, elle est là. On peut pas remettre le genie dans la bouteille. L'intelligence Ce monde-là artificielle... ne m'intéresse pas du tout, Non, Stéphane. Peu importe qui t'intéresse ou pas, Il arrive. il arrive. Non. Attention. Optimus de Tesla, le robot humanoïde. Puis il n'y a pas juste le robot de Tesla, il y a les Chinois qui sont en train d'en faire. Il y a un paquet de compagnies qui font des robots humanoïdes, puis qui devraient sortir dans les prochaines années. Tesla disent que l'année prochaine devrait en faire une 50aine de mille. Ça, c'est vraiment le départ de ça. Fait que l'intelligence artificielle mêlée à un robot qui peut faire à peu près tout ce qu'un homme ou une femme peut faire, Mhm. c'est demain. C'est comme... On peut dire, mettons, dans 5 ans, c'est arrivé. Puis tout ce qui est, nous, on pouvait faire va être fait par des robots. Des robots humanoïdes, là, par Optimus. Mhm. Fait que c'est inévitable. Mais Fait quoi? inversement, si par exemple ça s'effondre et que schématiquement on coupe le courant, comment fonctionnent tous ces robots, tous ces trucs on fait quoi alors? Il y a plein de... C'est ça, la fin des temps. Je pense qu'il y a plein de questions comme ça. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais moi, je le vois comme ce monde complètement technologique, là. C'est la victoire du monde matériel, c'est la victoire de Satan symboliquement, là. Ou le contraire. Ben non, je peux pas imaginer Parce que si... que le monde matériel, c'est c'est la victoire de la Parce que lumière. si tu as accès, C'est la victoire du porteur de lumière, probablement. t'as plus à te casser le coco. Mais c'est ça, c'est la victoire du porteur de lumière. Non, au Je contraire, l'ai parce que bien le dit. matériel va perdre de l'importance. Quand tout est abondant, le matériel, on s'en fout. Non, mais je pense que l'équilibre, entre ce que vous dites tous les deux, c'est que oui, dans l'absolu, c'est possible, mais non, l'être humain ne peut pas être prêt à ça, surtout pas comme il est maintenant. Donc, même si c'est dans 5 ans, ça va bloquer et ça va être le bordel. Non, est-ce Ben, que ce c'est que peut-être tu pas dis- ça le clash qu'il y a en ce moment? Ah, Ce que c'est tu possible. dis, c'est pas vous C'est ne possédez la rien. chute, le vrai crack, ça sera peut-être ce moment-là, ce point précis. Mais ce bien que tu sûr. dis, c'est que la joie, vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Ouais, mais ça, c'est de la propagande. Mais non, mais c'est ce que précisément ça, Stéphane. Là, le matériel va être abondant, puis on n'aura plus à se soucier de ces trucs-là, puis on va être heureux parce Ouais, mais qu'on va comment se ça promener va dans se- les bois et on comment ça va va se chanter réaliser? et faire de la philosophie. et Comment ça va peindre. se réaliser Ça va être dans chouette. dans Ça la va être réalité? chouette. Comment, dans la réalité, comment ça va se réaliser? Ça va bloquer. Tu peux- Hein? Ça va bloquer. Ouais, peut-être. Et ça va exploser. Et- Soit ça va bloquer et puis ça va se réorienter, ou ça va casser, et puis ça sera peut-être Parce- ça le point de rupture, l'effondrement vrai. Parce qu'au niveau de l'homme, là, en plus, que tout le monde est vacciné puis l'âme un peu éteinte, je vois pas comment qu'on pourrait vivre comme ça dans un état de conscience élevé. Je crois, on l'a vu pendant la COVID, si les gens travaillent pas, ils n'ont rien à faire, ils s'enfoncent dans l'alcoolisme, dans les jeux vidéo, dans les dépendances. Je crois pas qu'on va devenir comme qu'on va s'élever. Je sais pas. Peut-être que je me trompe. Non, je pense qu'il faut beaucoup plus de temps de ça que pour que l'homme s'élève, et je crois qu'il y a encore du travail.
Donc, si cette révolution, ce changement dont tu parles arrive dans les 5-10 ans, l'être humain ne sera pas à la hauteur de ça. Donc, ça va être une catastrophe aussi. Dans tous les cas, on va à une espèce de catastrophe. Est-ce que... C'est sûrement inévitable, la catastrophe. C'est une des choses qui me fait beaucoup sourire. Ce que vous dites, là. Parce que... Ça te fait sourire! Parce que je m'imagine un humain en vacances permanentes qui va tout perdre. Tu sais, là, ça voudrait dire que tous ceux qui sont à la retraite, là, aujourd'hui, ou qui prennent leur retraite tôt, ils vont perdre la carte. Mais c'est pas ce qu'on voit dans la réalité. Oui, mais attention, ils ont déjà travaillé une vie et puis ils sont préparés. Tu peux pas... je te dis, là, prends n'importe qui là autour de toi, réfléchis bien aux gens que tu connais et dis-leur maintenant, c'est bon, tu peux arrêter de travailler, tu vas avoir de l'argent à profusion tous les mois, tu peux faire ce que tu veux. Alors, il y a des gens pour qui c'est bon, mais ils sont minoritaires. Tu vois, la plupart des gens, ils vont paniquer. Ça va les stresser. Moi, Pierre, on est d'accord avec ça. Ben, toi, tu étais contente dans le confinement. Oui. Mais c'est parce que c'est pas pareil, parce que moi, j'ai travaillé à contrat toute ma vie, puis je suis une artiste, je suis créative, donc là, wow, j'ai artiste? Je sais. Mais tu sais, c'est enfin, j'ai pu courir après des contrats, là, je peux juste me concentrer sur les projets que je veux, mais pour la plupart des gens, leur travail, c'est leur vie, c'est là qu'ils se valorisent même. Peut-être qu'ils ont quelque chose qu'ils aimeraient faire, puis qu'ils aiment profondément. Oui, mais si on demande aux gens, la plupart, ils n'ont pas nécessairement... Mais justement, il faut se méfier de ça, parce que normalement, chaque être humain est là pour quelque chose, et il a une passion, il a quelque chose qui l'exploite, mais la plupart des gens ne l'ont pas trouvé. Et si tu leur enlèves un peu les codes ou les choses qui les rassurent, comme justement leur travail, leur famille, leur truc et tout, qui est une espèce de sécurité qui peut des fois être factice, justement, ils peuvent tomber très vite. Hein. Moi, je l'ai vu dans la COVID. Parce que l'ennui, moi, je suis étonné du nombre de gens qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire. Qui cherchent à occuper le temps aussi. Ouais. Parce les gens qui vont réfléchir. Quand tous les week-ends, quelque chose. Hein, il faut que tous les week-ends, j'ai un repas ici, on a invité ici, j'ai ça. Ouais. Et ce week-end, il n'y a rien. Oh c'est bon, reste chez toi. Qu'est-ce que je vais faire chez moi? Et il y a beaucoup de gens comme ça. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent garder le contrôle et préparer les esprits à ça. C'est possible. Parce que ça me fait penser au Rwanda. Mm-hmm. Quand tu laisses les humains faire sans contrôle, puis que tu laisses les esprits maléfiques prendre le contrôle. Que tu te souviens, tu sais qu'est-ce qui est arrivé au Rwanda. Il y a eu, tous les journaux ont créé ce génocide-là. Ils ont encouragé les gens à tuer d'autres gens. Ah ouais. Puis ils ont comme tué... leurs voisins et tout, qui se connaissaient. Tué 800 000 personnes. Fait que tu vois que les gens sont hautement influençables, puis pas nécessairement du côté du bien. Ils peuvent être envoyés vers... fait qu'il y a besoin d'une certaine forme de contrôle. Non? Mais de toute façon, tout ce qu'on dit là, le résumé, c'est qu'il n'y a pas de société idéale, il n'y a pas de monde, il faut faire avec, quoi. Il faudrait juste essayer d'être le moins pire possible, on va dire. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais. Mais il y aurait peut-être façon d'avoir un système d'éducation qui enseigne aux enfants, justement... Comment penser, l'autorité intérieure, et puis la bienveillance. Ils ne voulaient pas ça, parce qu'ils voulaient faire des bons ouvriers. Voilà, mais là, le système est complètement désuet. Oui, mais il y a tellement de gens qui sont reliés à ce système-là, qui ne veulent pas que ça change. Là. Bien sûr. C'est bienveillant. Ouais, non, puis c'est rassurant. Il faut que ça explose. Et oui, ça explosera, mais on ne sait pas quand. Ouais, c'est ça. C'est mieux que ça explose. Autant qu'on soit à un moment, autant qu'on soit dans Mad Max, quoi. Bon, il se passera quelque chose, quoi. Ouais. C'est vrai. Moi, je verrais Emily dans Mad Max. Je sais pas, j'ai pas vu. T'as pas vu Mad Max? C'est mieux pas, ça va te traumatiser encore. Ça, c'est la société dystopique parfaite. Ouais. Hein? Ouais, tout à fait. Moi, t'en as parlé de ça. Oui, j'en parle de Mad Max. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça, c'est aussi un truc qui arrive en cours de route, c'est bizarre. Le Mad Max, le premier, je crois que c'est 78, le tout premier Mad Max, et il est censé se passer en 2021. Coïncidence. Et il y a plein de films comme ça, c'est comme Soleil Vert. Tu vois ce que c'est, Soleil Vert? Je crois que dans le livre, il est censé se passer, je ne sais plus quand, enfin ouais. Et la version cinéma, on est en 2019. Alors qu'il est sorti en 72 dans le film. Et c'est toujours ces mêmes dates qui reviennent, où là, on était censé être dans ce monde-là, même par la fiction, et on a bloqué avec un virus, et on continue une société. C'est comme il y a un film avec Harrison Ford là, qui était 2019. Blade Runner. Runner.
Puis ils en ont fait une nouvelle en 2019. Ouais, tout à fait. Hein. Puis lui, Non, il y en a plein des comme ça. Comment? Au cinéma, il y a beaucoup de coïncidences assez amusantes. Ouais. Parce que le cinéma est une fabrique de... De qui? De qui? Dis-le. Non, je voulais... Non, je Je suis intéressée à savoir ce que tu as à dire sur le sujet. J'allais dire, est une fabrique de préparation pour les peuples. Ouais, C'est ce que je voulais dire. Ah. prédictive dans Ouais, tout à fait. la programmation. Pour habituer. prédictive. Ouais. Mais Parce c'est que- qui possède Hollywood? Ah, Amélie. Qui Ça, possède c'est- Hollywood? Je crois que c'est les Juifs. Mais ça fait... D'ailleurs, Ah, Sur ce les bout-là. ondes en toute franchise. je vous conseille la lecture de Hollywood Babylon. Si vous l'avez lu. Ah, ça y est, on va être censuré sur Ouais. YouTube. C'est fait. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que dans c'est la nature humaine, pour ça, j'en parle aussi dans le livre. Normalement, l'humain, quand il ne connaît pas quelque chose, quand il ne sait pas ce que c'est, il va bloquer ou dire non. Ce qu'il va avoir, d'abord, il alerte. On me présente ça, je ne connais pas, il dit non. Mais s'il a déjà une idée de ça, ça ne va pas l'inquiéter. Mhm. Or, le cinéma, les séries télé, nous ont vendu tous les scénarios. On a tout eu. Ouais. L'extraterrestre, la fin du monde, les zombies, Comme tout, les robots, tout, la tout. plupart des On gens a ont tout peur eu. des robots. On n'a aujourd'hui. plus un scénario qui n'existe pas. Ouais. Donc, quand on le présente aux gens en vrai, comme ils ont déjà ça dans leur tête depuis longtemps, ça va pas. Ils vont être presque d'accord. Ils vont dire ah oui, ben il y a un virus. Ah oui, il y a la guerre. Ah oui, il y a des extraterrestres. Non, Ouais, j'ai ça, vu. c'est intéressant. On n'a pas peur des robots. J'ai vu un film pour enfants. Tu sais, c'est un robot. C'est quoi le titre, donc? Un robot qui sur un bateau là, de shipment, puis qui finit sur une île déserte. Puis là, il doit s'adapter aux animaux sur l'île. Mais bref, finalement, à la fin, c'est que... Raconte pas la fin, j'ai pas vu. Ben, je révèle pas le punch, mais je pleurais, là, tu sais, parce qu'on est vraiment attaché au robot. Puis là, je pleurais vraiment, tu sais, un film pour enfants. Dis-nous que tu as vu ce film, que tu avais 8 ans, pas il y a J'étais dans 3 l'avion. En fait, jours. Je revenais de Suisse. Ah ok, ah donc c'est récent. Non, c'est récent, puis c'est un film récent. Mais là, c'est Ah, là ben que j'ai là, ils ont allumé. changé. Ne vous écoutez pas mon punch. Ben, en fait, ma prise de conscience, c'est que j'ai fait ah, ok, oui, ils sont en train de nous brainwasher à aimer le robot, puis à voir qu'il y a une âme, puis à être touché par. Mais c'est un film pour les Ce qui était enfants. le C'est un film contraire pour les avant. enfants. Avant, là, les Robocop. Ça a puis marché, je suis une adulte, puis je pleurais à chaudes larmes dans l'avion. Terminator, puis tout ça, là, c'était Oui, le contraire. aussi. Ben non, mais on l'aime, le Arnold Schwarzenegger. Il est comme. Mais après, il devient gentil. Ah Au oui, début, il est c'est méchant, ça. après, il est dans gentil. le Terminator 2. Ouais, mais pas Robocop, par exemple. Ah, je sais pas, c'était pas ma tasse de thé. Ouais, c'était Terminator 2, c'est un de mes films préférés. méchant. Hey, on va continuer On s'en va dans ça. la section On membre? va continuer ça dans la section membre. On va continuer à regarder ça. Moi, ça me fascine le futur Le futur. qu'on va Mais en regarder plus, ça. il est futurologue, Ouais, Nicolas. ben, on va essayer de le comprendre, le futur. Il y a certains dons. Ah, ben d'ailleurs, si vous voulez vous abonner, c'est peut-être un bon teaser marketing. Dire, Nicolas, il y a des dons dans la futurologie. Ah, mais voilà. Alors, peut-être que vous allez vouloir vous abonner pour venir écouter cette partie avec nous. En plus, on va se mettre nus. Donc, Ah, c'est maintenant? oui. Ah, Ben, j'attendais, je me dis à quel moment on va T'avais faire des hâte qu'on habits. se Ah ouais, mette- bah oui. Je suis venu pour ça, moi. Alors, Attends, t'es pas venu encore. non, t'es pas venu, mais tu risques de venir dans la Mais section membre. quand on dit la section membre, c'est important, c'est la la grandeur du section membre. grandeur du membre. La grandeur du membre est très importante. Je pense que toi, tu vas être cancellé. Ah, merde. Selon tes dires. Non, Ouais. mais non, on va On le garder s'attend à voir des exceptionnel. grosses choses. On s'attend aujourd'hui. à avoir Des grosses choses. plusieurs oui. Ça devient- Bon, ça devient on va chaud, arrêter hein. ça. Oui, ça devient chaud. Donc, merci à tous. Et puis, est-ce que tu as un mot final? Un mot final Ben, pour, merci, pour les Nicolas. gens qui ne sont pas membres, qui te voient comme ça pour la dernière fois? Ah oui, Ah pour oui, acheter ben, le livre. Achetez mon livre, c'est mon Acheter livre. le livre! Non, alors pour Pax, acheter le livre, Dystopia. il y a deux possibilités. Vous pouvez le commander en Europe. On va mettre le lien dans la ouais, description. Ouais. Il y a un lien, vous pouvez le commander, vous le recevez chez vous à la maison, bien emballé, c'est formidable. Mais sinon, j'en ai commandé pour le Québec, ils doivent arriver. Et peut-être qu'on pourra les laisser ici. Des gens qui viennent assister Ouais. à l'émission peuvent l'acheter Voilà. en direct. Ou si vous voulez en avoir une copie, envoyez un courriel en toute franchise, chaîne en toute franchise @gmail.com. OK. Puis, ben, je t'ai transféré. Puis, ça coûte combien? Ça coûte 25$. 25 $. Alors, Plus voilà. le shipping, parce que... Le shipping qui est de 425$, À je peu crois. près. Ouais, c'est Ouais. ça.
Donc il y en a pour 500 $, mais ça vaut le coup, c'est un bon C'est bouquin. vraiment un excellent livre. C'est vrai que d'ailleurs, là, vous m'avez fait des théories sur la dystopie, le futur, machin. Mais vous n'avez pas du tout parlé de l'histoire de mon livre, pourquoi, comment, rien du tout. Bon, on ne sait pas de quoi ça parle. Il faut être membre pour savoir de quoi ça parle. C'est ça, il faut être membre pour Puis savoir. je vais te demander davantage. de signer ou de me donner. J'aimerais ça que tu nous fasses comme une analyse de l'avenir, là. Tu vois? Je vais lire dans les lignes de ta main. Mais mon Dieu, ma main du Titanic. Pendant que j'y pense. Ben, OK, mais je sais ça va être quoi le mot de la fin. Il y a 2 ans, Nicolas m'a donné son livre. Je suis vraiment cheap. Moi, j'ai même pas payé le livre. Quoi? C'est vraiment pathétique. Ben, c'est 25 $, c'est maintenant. Encouragez les gens que vous connaissez quand ils disent « Ah, je te donne mon livre. » Payez-le quand même. Tu sais, soyez pas cheap. Ouais. Alors, moi, j'ai été cheap. Et puis, je vais lire la dédicace qui était tu lis tes copiée. dédicaces comme ça en public? Est-ce que je peux la lire? Mais c'est ton livre, tu fais ce que tu veux. Maintenant, j'ai teasé les gens. Ah, non, c'est fini. Donc, pour Amélie, sataniste, franc-maçonne, transgenre et mangeuse d'enfants de l'opposition contrôlée, qui mène les exorcistes au suicide, bienvenue dans la Pax Dystopia. Mais comme tu es une belle âme, tu n'y entreras pas et par ton travail et ta façon d'être, tu construis déjà une autre réalité. Amicale pensée. Wow. Amen. L'auteur a écrit ça? Oui, l'auteur est formidable. Vous devriez inviter ce garçon, il a l'air pas mal du tout. Peut-être qu'un jour on va l'inviter. Il est suisse, il est snob un peu. Nicolas va m'écrire une. Je vais te faire un beau courrier. Hein. Tu pourras dire franc-maçon, là ça va être vrai. Tu sais. Ah ouais, ça va être vrai. Là. Ah ouais, c'est vrai que t'es franc-maçon. Toi. Ouais. Mais je crois que je vais pas rester pour la T'es mieux de pas te laisser corrompre. Ah ben, on va en parler tantôt. Je veux juste savoir ton opinion sur le sujet. Ah ouais, moi aussi. Ah non, vous voyez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, ça vaut la peine d'être membre hein, quand j'entends tout ça. Ouais, puis je suis excité. En plus, on va se déshabiller. Ce qu'on n'a pas parlé tantôt, puis que tu déplaces ça. Tous les trucs que tu trouves pathétiques dont on n'a pas parlé, ben là, on va en parler. Tu disais qu'on n'a pas présenté comment. Ah oui. Ça, qu'est-ce qui parle, bon, ton livre. Voilà. Section membre, ça a l'air très prometteur. Fait qu'on va faire 5 heures dans section membre. Voilà, let's go. Bon, mais merci à tous, puis abonnez-vous, puis si vous abonnez pas, bon, on vous aime pareil, même si vous êtes cheap. On comprend que les temps sont durs. Ouais, puis merci Nicolas de Seva. Merci. Merci Nicolas. Merci de m'avoir reçu, merci. Hey, mais à longue vie à mon spectacle. T'as un spectacle, là? Oui. Ah, puis quand tu auras les dates, ben on va les donner. Les dates de ton spectacle absolument, en Europe. pour nos nombreux fans pour les gens de Sorel qui veulent aller promener en Europe. Ouais, c'est ça. Stéphane, c'est comme Stéphane. S-T-E-P-H-A-N-E. Ouais, c'est ça. Ah oui, on va prendre une photo. Ah, ben là, ça attend. Bonjour tout le monde.